Pour cette saison du podcast Range ta chambre, j'ai reçu chez moi des membres du Reboot Camp. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a des invités que c'est la teuf. Donc après quelques minutes de discussion, je passerai la vidéo en noir et blanc pour t'encourager à faire quelque chose d'utile pendant que tu nous écoutes. Pour ce premier épisode, j'ai décidé d'inviter Valentin qui a participé à la version alpha du programme et m'accompagne depuis dans le projet. Il va pouvoir nous raconter son parcours que je trouve super inspirant et qui surtout montre la force que c'est que de vivre avec des principes. Alors du coup, moi c'est Valentin, j'ai 27 ans et dans la vie je suis pour le moment ingénieur logiciel dans une entreprise du sud-est de la France. C'est là où j'ai grandi initialement, même si j'ai pas mal bougé parce que j'ai été militaire pendant 5 années de ma vie. Et comme tu l'as dit, je rejoins la version alpha en été 2022 après une période de ma vie un petit peu compliquée. À mes 18 ans, plus ou moins parce que c'est un moment où je me cherche un petit peu professionnellement. Et je sais que je suis attiré par l'informatique, je sais pas encore dans quelle branche peut me diriger. Et en fait, moi j'ai envie de travailler tout de suite. Tu vois, j'ai vraiment du mal avec l'école en général. Et sous on va dire l'influence de mes parents, j'essaie quand même de faire une université, ça marche pas du tout. Et au bout de quelques mois, je cherche d'autres solutions. Mon père, qui était ancien militaire, s'intéresse un petit peu aux options qu'il peut y avoir là-dedans et découvre que dans l'armée de l'air, en l'occurrence, tu peux être formé à un futur métier, donc rentrer avec juste un bac et travailler à la fois en tant que soldat, à la fois en tant que ta spécialité. Et moi, je vois ça sur le papier, ça me met des doigts dans les yeux, tu vois. J'ai toujours été fasciné par cet univers-là. Déjà tout petit, mes idoles, c'était tout ce que tu peux voir dans les séries des forces spéciales, etc. J'ai toujours... je sais pas, ça, tu vois, c'est des hommes qui sont valeureux, qui sont courageux, qui représentent quelque chose qui m'a toujours parlé quand j'étais plus jeune. Et donc, à 18 ans, je m'engage dans l'armée. Je passe les tests, etc. et tout se passe bien. Donc, en octobre 2015, je rentre. Et pour remettre du contexte, c'est à 18 ans que je rentre. À 18 ans, tu comprends rien au monde, tu vois. Même si tu as l'impression... En tout cas, moi, dans mon cas, j'avais l'impression d'avoir la maturité et le recul nécessaire. Dans la réalité des faits, je pense que je me rendais pas du tout compte de ce dans quoi je m'embarquais. Et donc, je commence mon aventure militaire. Au début, tu es d'abord formé en tant que soldat. Tu as ce qu'on appelle les classes. Meilleur souvenir de ma vie. Tout ce qui est fraternité, c'est des moments, je pense que j'oublierai jamais parce que tu passes 8 mois non-stop avec les mêmes personnes à vivre, manger et en chier, tu vois. Et c'est vraiment quelque chose qui je pense qu'il change tout le monde. Quand tu le vis, tu t'en rends pas compte. Mais avec le recul, tu vois vraiment que c'était quelque chose de spécial. Et suite à ça, je suis formé pour mon futur métier qui est être ingénieur logiciel dans l'armée de l'air. Et faut savoir, moi j'avais déjà un bagage technique de mon côté parce que j'étais autodidacte et très intéressé naturellement par ça. Et donc tu es formé pour ta spécialité, après tu commences à travailler. Et c'est là un petit peu le début des problèmes. C'est-à-dire que toute cette première partie de formation, moi j'ai eu ma meilleure vie, j'adorais. C'est exactement là où j'ai toujours voulu être. Je suis fan de tout ce que je découvre. Et même si y a forcément des choses qui sont pas si bien et on se plaint beaucoup, c'est que des souvenirs magnifiques que j'ai là-bas. Par contre, donc quand on commence à travailler, on commence à rentrer un peu plus dans le concret des choses. C'est là où tu commences à avoir tes premières expériences plus en contact avec le terrain. C'est là où tu commences à vraiment percevoir la dimension et toutes les implications du métier de militaire. Que tu sois soldat ou n'importe quelle branche. Et en l'occurrence, moi, je commence à travailler sur un logiciel qui était embarqué dans les avions de chasse. Le but du projet, c'était de faire une rénovation de nos anciens avions de chasse, les Mirage 2000, parce qu'on est en train à ce moment-là, ils étaient en train de remplacer tout le parc d'avions de chasse par des Rafales. Mais comme c'est des budgets qui sont immenses, ça prend des années avant d'être complètement opérationnel. Et donc, pendant ce temps-là, il faut mettre à jour les avions d'ancienne génération pour qu'ils puissent répondre aux besoins opérationnels du moment. Donc, le projet, c'était de rajouter des écrans dans cet avion-là avec d'autres systèmes. Donc, il y a Dassault Aviation qui s'occupe de faire toute la partie matérielle et l'armée de l'air qui s'occupait de faire tout le développement logiciel. Donc, on me met sur ce nouveau projet, on part de zéro et expérience hyper formatrice et super intéressante. Mais à ce moment-là... Je t'interromps. Dis-moi. Énorme teasing, c'est parfait. Il y a tout le monde qui a pendu à tes lèvres, qui veut savoir ce qui va se passer à ce moment-là. Ta chaîne,
elle fait des petits bruits et je sais pas si le micro il va les capter. Est-ce que tu arriverais peut-être à la retrousser un petit peu sur ton poignet, comme ça elle fait un petit peu moins de bruit. Nickel. C'est bon. Et à ce moment-là, j'en étais où? Et à ce moment-là, au moment où du coup tu commences à partir sur ce projet qui est très formateur. c'est ça. Et à ce moment-là, en fait, c'est aussi un moment de ma vie où je m'intéresse, on va dire, je commence à lire, je commence à me documenter un petit peu plus sur différents sujets. Et c'est le moment où je comprends que ça va paraître con ce que je dis, mais que je peux être qui je veux être. Tu vois, c'est comme si dans ma vie, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait un chemin qui était un peu tracé, où tu choisissais ton chemin, mais tu restais un petit peu figé comme la version de toi que tu as toujours été. Et en fait, je réalise que je peux changer. Je peux être une personne différente, je peux incarner des valeurs différentes, je peux tendre vers le Valentin que j'ai toujours voulu voir, tu vois, et que j'ai toujours voulu être. Et donc, je m'intéresse à beaucoup de choses, notamment au bouddhisme et à d'autres, on va dire, d'autres sphères un peu plus spirituelles. Là, les mecs un peu mascu toxiques, ils disent oh, il est devenu hippie, du coup, Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, mais ça me fait relativiser sur un petit peu le sens de mes actions. Ouais, tu vois. je comprends, ouais. Et finalement, ce logiciel embarqué, j'ai des fonctionnalités qui arrivent qu'on me demande de développer. Et il y en a qui concernent la désignation de cibles tactiques. Ouais. Donc, tu as la carte et le navigateur peut désigner des cibles sur son écran. Ouais. Et là, je commence à comprendre que, en fait, ce que je fais, c'est pas anodin, tu vois. Ouais. C'est pas anodin et que quelque part, dans toute cette chaîne, parce que c'est pas moi qui appuie sur le bouton à la fin, c'est pas moi qui donne l'ordre, mais je suis quand même un maillon de la chaîne qui va à la fin tuer des gens. Et je commence à me poser beaucoup de questions par rapport à ça, parce que justement, on va dire que je m'élève en même temps que je me documente, et je commence à renforcer une éthique très forte dans ma personnalité. Et je me dis, ouais, là, je sens que ça me correspond pas du tout, en fait. C'est pas là où je veux être, et c'est pas ce chemin-là que je veux suivre. Sans aucune critique pour tout ce qui concerne le système militaire, mais disons que c'est pas le type d'implication que moi je veux avoir dans ma vie. Bien sûr. Après, c'est une autre question, si c'est bien ou pas, je laisse le sujet de côté. Mais en tout cas, moi, personnellement, je me sentais plus en phase avec tout ça. Et ce qui est très drôle, je peux peut-être directement enchaîner sur un petit truc auquel j'étais en train de penser depuis un moment. Mais quand tu rentres dans l'armée suisse, il y a une démarche que tu peux faire qui te permet à tout moment de quitter l'armée, c'est une objection de conscience. Et en fait, dans l'armée suisse, il suffit que tu dises non, c'est contraire à mes valeurs de faire ça, et boum, tu te barres. Après, c'est un système différent. Parce que l'armée suisse, c'est une armée de milices où, en gros, tous les êtres humains sont obligés, enfin, tous les hommes, pardon, sont obligés d'y aller. Toi, c'était différent, tu avais signé un contrat. Complètement, ouais. J'ai signé un contrat avec ce qu'ils appellent un lien au service. En fait, il faut savoir que l'armée te finance. Quand tu rentres, tu es déjà payé. Tu es formé à ton futur métier. Et donc, c'est clair que ce serait pas juste si juste tu viens prendre ta formation, après tu te barres, eux, ils ont juste perdu de l'argent dans le processus. Ouais. Donc, il y a ce mécanisme de lien au service qui permet à l'armée de, on va dire, s'assurer qu'elle n'investit pas de l'argent pour rien. Et donc, il y a différentes options, normalement, pour casser ce lien au service-là, c'est que tu veux quand même partir. Et une des options, c'est de rembourser le coût de l'investissement de l'armée dans ta formation. Et en l'occurrence, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais je sais que dans mon cas, c'était entre 5 et 8 000 euros. J'ai une petite confusion parce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient faire ça en même temps, donc je sais plus à qui était le bon chiffre. Mais c'est quand même une somme importante quand tu as cet âge-là. Et moi, pour l'information, j'étais payé quelque chose comme 1 500 euros par mois, donc avec toutes mes charges à côté parce que je ne vivais pas sur la base militaire. C'est une somme à sortir. Et donc justement, quand je me rends compte que finalement je veux pas forcément être là-dedans, et qu'en fait mes rêves d'enfant c'était des rêves d'enfant, et que la réalité c'est pas qu'il y a des gentils et des méchants et que moi je suis dans le camp des gentils et que tout se passe bien, c'est que c'est plein de nuances, et qu'en fait nous des fois la France on fait des choses belles et des fois on fait des choses pas si belles, et il y a ça chez tous les pays, et en fait c'est pas si manichéen, en fait c'est plutôt gris, tu vois, c'est pas blanc ou noir. Et moi, cette réalité-là, elle me prend un peu de cours, en fait. Et donc, je me sens vraiment plus à ma place. À tel point que chaque jour qui passe, j'ai l'impression de faire presque quelque chose de mal. Tu vois, c'est tellement pas aligné avec qui je veux être, parce que dans la vie, je suis... en tout cas, j'aspire ou j'essaye d'être quelqu'un de très bienveillant, et j'ai vraiment à cœur de faire en sorte que... on va dire d'avoir un impact positif sur les choses qui m'entourent. Et là, clairement, c'est pas exactement ce qui se passe, tu vois.
Et donc ça devient trop pesant et je me dis ok, c'est pas grave, je vais juste à partir. Je vais faire une lettre de démission comme tu peux faire dans le civil. Je vais rembourser ce que je dois à l'armée parce que bah, évidemment ils ont investi sur moi, donc c'est normal que je leur rende l'appareil. Et puis c'est quand même j'ai été payé, c'est des années qui ont été incroyables pour moi. Je veux pas partir comme un voleur et juste me casser du jour au lendemain, tu vois. Ouais. J'ai quand même beaucoup de respect pour l'institution en dehors de tout ça. Et donc je commence à faire mes premières démarches. Je mets les sous de côté. Pour pouvoir mettre des sous de côté, j'enchaîne des missions Vigipirate. J'essaie de faire le plus de trucs que je peux. C'est quoi Vigipirate exactement? J'entends le terme des Alors fois, mais- Vigipirate, en tout cas au moment où moi j'y étais, t'allais dans les aéroports, les gares, et éventuellement dans certains endroits devant des mosquées, Ok. pour t'assurer qu'il n'y ait pas d'incident pour être là. Ah, tu es en support à la police. C'est les militaires qu'on voit en France, genre dans les gares. Ouais, des trucs exactement. comme Et en l'occurrence, la période où j'y étais, c'était une période avec des fortes menaces d'attentats. ça. Et donc, tu es là pour t'assurer qu'il se passe. Par exemple, à la mosquée, on était là parce que comment on appelle la personne qui. L'imam? L'imam de la mosquée avait pris position contre Daesh. Et donc, il était menacé de mort. Ok. Et donc, il y avait des risques très forts d'attaque, en fait. Et donc, nous, on était là pour assurer la sécurité de Ok. cet endroit-là. Ok. Et Et genre sur des missions comme ça, t'étais payé, c'était quoi? C'était un salaire horaire? C'était par mission du coup en fait, tu as une prime qui représente presque 2 fois ton salaire. C'est la prime de risque, c'est ça? Elle s'appelle... Je sais pas si ça s'appelle comme ça Ok. exactement, je Ok, me rappelle bref. plus le nom exact, mais à la fin sur ta fiche de paye, t'as Ouais, t'as plus de ça, numéros. ouais, c'est ça, t'as plus de numéros. C'est plus gros, mec. Yes. C'est plus gros. Et ouais, donc c'était une période un peu particulière parce que période d'attentat, Mec, c'était. t'as porté tes couilles, hein? Parce qu'en vrai, c'est pas pareil. Moi, je me souviens les missions qu'on avait à l'armée suisse. C'était genre aller garder le forum économique de Davos, ou c'était tu sais, de monter la garde dans des Ouais. ambassades, ou genre devant l'Organisation mondiale du commerce, des trucs qui vont jamais se faire attaquer, frère, t'es en Suisse, tu vois. Donc même quand tu... Alors que toi, mec, Bah, je sais pas, en France, j'imagine, c'est différent, t'es plus dans le réel. En fait, au début, je pense que les premières fois où tu arrives, ouais, tu te sens vraiment dans le réel, surtout que la formation que tu passes pour arriver là-bas, tu vas chez les fusiliers commandos et ils te préparent pendant 2 semaines, ils te matrixent, mec. Genre vraiment, quand tu sors de là, t'as l'impression que chaque personne, c'est un gars qui veut te tuer, tu vois. Tu regardes tout le monde et t'es comme ça en tension, tu vois. Ouais. Et alors que la réalité, c'est pas comme ça. Ouais. Et tous les militaires de France qui font cette mission, il se passe quasiment jamais rien. T'as des trucs, t'as des sans-abri qui t'insultent et qui te prennent la tête, t'as des trucs bizarres qui se passent, mais c'est pas non plus si. En tout cas, c'est pas si. Moi, je l'ai pas vécu comme ça, tu D'accord, vois. Mais on ok. te monte beaucoup la tête. Vaut mieux que tu ouais, sois prêt. vaut mieux que tu sois prêt. Mhm. Puis après, t'as plein de gens qui sont désignés. On va dire qu'ils ont pas choisi d'être là. Donc, t'as des groupes qui sont formés avec des personnes qui sont pas forcément les plus compétentes à être là aussi. Donc, Problème, ouais. ouais, tu peux avoir des. C'est une mission un peu particulière. Mais je dirais pas que j'ai porté mes couilles parce que c'est. Pour moi, c'est quand même. C'était assez tranquille, tu vois. Ok, d'accord. C'est assez tranquille. Ok. Il y en a qui appellent ça baladex, tu vois. Les mecs qui partent sur le terrain en mission, c'est Ouais, pas c'est du tout autre chose. pareil, tu vois. C'est autre complètement autre chose. J'en ai connu en plus des comme ça, via le reboot. Ah, mais d'ailleurs, mec, on pourrait dire le fait qu'il y a un autre mec du reboot qui faisait partie. Ah oui, Je crois que exact. c'est Il y a un deux mec qui était dans mon unité, ouais, c'est vrai. Alors, on va raconter ça parce que 3 éditions plus tard, donc Improbable, toi t'as ouais, participé à l'alpha, mais je crois que c'était sur la Gamma ou la Delta. Je crois que c'est juste. non, c'est sur la après- Delta, Ouais, c'est la frère, Delta. tu me souviens- C'est la Delta, ouais. Ouais, sur la C'est Delta. Enzo. Exact. Il y a un membre du coup du reboot qui était exactement dans ton unité et Ouais. qui avait le même problème que toi. Exactement. Et qui avait entendu parler de moi sans me parce que vous connaître. aviez genre, le même- c'est parce ça. que vous aviez le- Ok, on va raconter tout ça. Mais Ouais. du coup, toi, tu fais ces missions annexes, c'est Ouais, Vigipirate, exactement. pour Ouais. économiser. Ouais, c'est ça. Et tu... Et donc je mets un maximum d'argent de côté. Quand j'arrive au moment où j'ai quasiment ce qu'il me faut, bah, je dis vas-y c'est bon, je fais ma demande. Bon, en parallèle, il se passe plein de choses. J'ai un de mes meilleurs potes du moment qui est militaire, qui est là-bas, qui, pareil, lui, qui pète un plomb complet, qui a vraiment envie de... Genre, il a une grosse dépression. On est tous les deux à vouloir partir, tu vois, et bref, il y a vraiment une atmosphère très négative qui fait que c'est insupportable, en fait, de rester là-bas, tu vois. T'as l'impression que t'es dans une prison sans barreaux, tu vois. Genre, c'est super bizarre comme sensation. Ouais, mais je pense qu'il faut le vivre pour Ouais, le faut comprendre. clairement le vivre, ouais. Parce que moi, je te le disais, putain, c'est bizarre de faire un podcast fois deux. J'ai l'impression de répéter les trucs. Pareil. Mais en gros, quand j'étais dans l'armée suisse, j'ai eu ce sentiment aussi de me dire, putain, mon corps ne m'appartient pas, je suis mis au service d'un État avec lequel je suis pas forcément en accord, et il me dit, va là-bas ou va pas là-bas, et t'as pas le choix, en fait. Et Ouais. ça peut paraître con, parce qu'on va dire, bah oui, c'est l'armée, tu crois quoi, tu vas faire ce que tu veux, mais quand tu vis le truc réellement, pour certaines personnes, surtout si t'es un mec qui a pris conscience de tes valeurs, de ce que tu voulais être, parce que si Ouais. tu te poses pas de questions, à la limite, ça va, tu vois, il y a des gens qui ont vraiment besoin d'un cadre, ils ont besoin qu'on leur clairement, dise fais ci, fais ça, parce que peut-être ils ont pas eu un cadre plus jeune et ainsi de suite.
Mais moi, quelque part, j'ai eu quand même un certain cadre, j'ai pu prendre aussi en maturité, et au bout d'un moment, ça devient très difficile à supporter, le fait qu'on te dise fais ça. Et non, mais j'ai pas envie, je suis pas d'accord, ça correspond pas. Non, mais en fait, t'as pas le choix. Si tu le fais pas, la police militaire, elle débarque et tu finis en tôle. Et ça, mec, je me souviens des dimanches, des fois où. Bref, Ça te torture. des fois, psychologiquement, moi, c'est vraiment, je pense, l'expérience à l'armée, ça a été un des catalyseurs qui m'a poussé à devenir indépendant. Indépendant Pareil. au sens de plutôt que salarié, d'avoir du coup mon propre business. Clairement. C'est pareil, c'est clairement une motivation pour moi, ça. Parce que justement, quand tu le vis, mec, c'est dur en vrai, c'est vraiment dur. Et là, on l'a refait une deuxième fois, donc je l'ai pas précisé, mais ce qui s'est passé, c'est quand j'ai fait ma première demande pour partir, on me l'a refusé. Mais t'avais mis des sous, t'avais payé. Non, tu payes pas tout de suite, mais tu fais une demande, tu dis, voilà, je souhaiterais mettre fin à mon contrat. En payant, du coup. En payant, et tu fais cette demande qui part à la direction des ressources humaines, et ensuite eux ils traitent, et puis tu as un retour. Moi j'ai ce retour qui me dit votre demande est refusée, j'ai pas de contexte, pas d'explication, je sais pas pourquoi, mais c'est refusé. Alors que quand tu t'engages, on te dit t'as une période probatoire, si tu veux partir à ce moment-là, c'est le moment parce que t'as aucune implication si tu pars. Par contre, après, t'as un lien au service, et là faudra le rembourser, faudra payer. Mais on te dit pas qu'on peut refuser. Qu'on peut te le refuser, ouais. Et en tout cas, moi on me l'a pas dit. Et même l'inverse, quand je me suis posé des questions déjà, parce que tout au long du processus, t'as des mecs qui partent, tu vois. Et j'ai des potes qui sont partis pendant la formation de spécialité. Et quand tu te poses des questions par rapport à ça, parce que tu vois les autres qui partent, et tu te dis, ouais, peut-être je devrais pas mettre les pieds là-dedans, tu vois, tu doutes. Bah, les cadres du moment, moi, m'ont dit, non, ça va faire ton expérience en unité, tu verras, ça sera différent, tu vas apprécier ce que tu vas découvrir. Et tu pourras partir, t'inquiète. Au pire, tu devras payer, mais tu pourras toujours partir. Et la réalité, c'est que c'est pas le cas, tu vois. Et moi, j'arrive là-dedans et je me retrouve dans une situation où je suis pas épanoui du tout. En fait, c'était progressif. Parce qu'au début, meilleure expérience de ma vie, en fait, plus le temps passe, plus tu réalises des choses, plus tu grandis, plus tu vois la réalité aussi de ce qui se passe. T'entends les histoires des mecs qui... Tu sais, quand t'es militaire, tu côtoies pas que ton unité, tu vois plein de gens. Il y a des gars qui sont partis au Mali, à d'autres endroits, qui te racontent des trucs qui se passent là-bas. Et il y a des trop belles choses, il y a des trucs, tu te dis, mais vous êtes sérieux, genre, il y a vraiment ça qui se passe. Et en fait, le temps passe et je me dis, putain, moi, je veux pas être dans ça, tu vois. Ouais. Et la première demande refusée, grosse désillusion, tu vois, je me dis, c'est quoi ce bordel, mec, comment ça, je peux pas partir? Et là, c'est le début des enfers, tu vois, genre, en gros. Là, tu deviens hyper anxieux, mec. Ouais. T'as l'impression d'être vraiment en prison. Ouais, t'as l'impression qu'on t'a bloqué, t'as plus le pouvoir sur ta vie. Ouais. C'est super bizarre. Ouais. Surtout que t'es, entre guillemets, libre parce que tu sors, t'es pas en prison, tu vois, tu vas faire tes courses, tu veux rentrer chez toi et tout. Mais t'es bloqué dans une situation et on te dit non, c'est mort, tu peux partir. Et c'est pourquoi il y avait une raison, tu m'avais expliqué avant. Il y avait une raison, effectivement, mais en fait, c'est une raison qui est assez commune au final, je pense à tous les cas de personnes qui veulent partir, c'est que l'armée a du mal à recruter, en tout cas dans l'armée de l'air, et on a des spécialités qui sont déficitaires, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui partent que de personnes qui rentrent. Et donc, il y a un manque clairement, il y a un vrai besoin de ressources dans certaines spécialités. En l'occurrence, moi, le projet sur lequel je travaillais était critique, et le poste que j'avais sur ce projet-là était critique aussi. Si je partais, ça laissait un trou ça allait être compliqué pour eux de le combler. Et donc pour ça, l'unité, en fait, ce que j'ai appris plus tard, mon commandant d'unité, il a dit non. Genre, quand il a vu ma demande passer, parce que ça passe d'abord par ton unité, ensuite ça remonte plus haut. Eux, ils ont mis un petit veto pour dire c'est mort, on ne laisse pas partir, nous. Du coup, forcément, les ressources humaines n'ont pas cherché à comprendre. Okay. Et donc j'ai reçu ce refus. Moi, je refais une demande, tu vois. Ça se refuse, je dis c'est pas possible, donc j'en refais une. Et là, j'écris bien, tu vois, je prends mon temps. J'écris un pavé gigantesque en expliquant toutes mes raisons. Et vraiment, sincèrement, la dynamique que j'ai à ce moment-là, c'est hyper compréhensif et j'essaie de trouver une solution gagnant-gagnant parce que je comprends les impératifs militaires et je comprends que c'est sûr c'est la merde pour eux si je pars, tu vois. Donc, je veux pas. Moi, je suis très reconnaissant de tout ce que j'ai vécu et j'ai une profonde gratitude dans les instructeurs que j'ai eus, etc. Donc, je veux pas partir comme un voleur. Mon but, c'est pas de dire allez, ciao, je vous emmerde et je me casse faire autre chose. Et je dénigre pas du tout l'armée avec ce message-là que j'ai depuis le début. Pour moi, c'était une expérience incroyable, mais c'était le moment pour moi de partir. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. T'as refait une demande, du coup ? J'ai refait une demande, exactement. Et donc, cette fois, je motive bien et j'explique. Voilà, moi, je suis prêt même à faire X années en plus, trouver un juste milieu, en fait. Ok, vous avez des besoins, mais on peut faire une transition avant mon départ. Je peux former des nouveaux pour qu'ils reprennent ma place, le temps que vous les trouviez. Et un entre-deux, vous me laissez partir.
mais que pareil, je reçois une deuxième lettre avec juste écrit non. Il n'y a même pas une explication, mec. Ah, c'est dur, mec. Et ça, ouais, ça c'est psychologiquement c'est éreintant, tu vois, parce que T'as l'impression on t'estime pas, on t'accorde aucune valeur. Ouais. On n'a même pas le respect de te dire ok, on comprend ta situation. Enfin, tu vois, genre même. C'est ça. Et surtout que quand t'es jeune et que tu rentres, tu sais pas où tu mets les pieds, mais toi t'es prêt à sacrifier ta vie. Tu vois, quelque part, les mecs qui donnent les ordres, tu vas les suivre aveuglément, plus ou moins, tu vois. Et en fait, tu leur fais assez confiance pour mettre ta vie en péril par rapport à ça. Et je trouve la moindre des choses, c'est de respecter nos jeunes qui s'engagent et qui sont prêts à faire ce sacrifice-là pour leur pays. C'est au moins de les respecter dans ça. Et moi, je me suis pas senti considéré comme un être humain, tu vois. J'ai vraiment eu l'impression, je suis une ressource. Moi, je pense que je sais pas si tu l'as vraiment dit dans cet enregistrement-là ou dans le précédent, mais j'apprécie beaucoup, si tu veux, le fait que tu parles de ça comme étant ton expérience à toi et du fait que, enfin, t'expliquais bien avant, en tout cas, que c'était. Il y a probablement, tu vois, des manques de communication qui ont été faits. C'est pas une critique de l'armée de façon générale, mais c'est comme ça que ça s'est passé pour toi. Le fait, par exemple, qu'on t'ait pas informé dès le début que ta demande pouvait être refusée, même si tu voulais payer. Et peut-être que y a plein de mecs qui ont vécu la même situation que toi, pour qui ça s'est bien passé, pour qui même qui ont pu trouver par exemple un compromis avec les ressources humaines et ainsi de suite. C'est sûr et certain. Ouais, il y a un manque de communication. En tout cas, dans mon expérience, effectivement, il y a un manque de communication. Et comme on disait tout à l'heure, c'est pas. T'avais soumis le fait que potentiellement c'est tellement gros parfois qu'on dirait que c'est fait exprès, qu'on te dise pas les choses et presque on manipule un peu les gens pour qu'ils ils signent un truc et qu'après ils soient bloqués. Et je t'avais répondu, j'ai pas l'impression qu'il y ait une mauvaise intention avec ça. Je pense vraiment que les gens essaient de faire leur travail. Mais dans tout ça, il y a des gens pas compétents, il y a des gens compétents, et des fois tu tombes sur la mauvaise personne ou celui qui te dit pas ce qu'il faut que t'entendes. Et en fait, tout ça fait que tu te retrouves bloqué dans un truc parce que il y a plein d'intermédiaires, il y a plein de communicants, et c'est compliqué, je pense, de bien orchestrer tout ça et que le mec à la fin il ait toutes les informations pour être sûr à 100% de son choix. Moi, en tout cas, je les avais pas. Et j'en avais même des fausses parce qu'on m'avait vraiment dit tu pourras partir. Et c'était pas le cas. Et donc à ce moment-là, je me mets en quête de solutions. Je me dis c'est pas possible, je peux pas rester là-dedans. Et je regarde un peu tout ce que je peux faire. Le premier truc que je fais, c'est contacter à l'armée. En tout cas française, on n'a pas de syndicat, mais on a des présidents des différentes... on a un président des sous-officiers, président des officiers, qui sont là pour venir faire l'intermédiaire, le pont entre les différents niveaux de hiérarchie. Et lui, en fait, son but, c'est de faire en sorte que le mec qui est au plus bas de la hiérarchie, il soit quand même respecté dans ses droits parce que, clairement, il a 100 fois moins d'impact que le mec tout en haut, tu vois. Et parce qu'en général, et c'est un truc qui peut être un peu difficile à vivre, c'est que si le commandant, il a dit un truc, il n'y a pas grand monde qui va avoir le courage d'aller en opposition à ce que lui, il a dit. Donc lui, il est là pour faire en sorte que ce soit juste. Donc je découvre cette personne qui... C'est très drôle. Excuse-moi, je t'interromps, mais... À l'armée suisse, on avait un poste qui s'appelait l'aumônier. En fait, c'est ça. C'est ça. Un aumônier, lui. Alors, vous appelez ça l'aumônier dans l'armée française ? Lui, son rôle, c'était président des sous-officiers, mais il était aumônier. Alors, je sais pas, tu vois, si président des sous-officiers, il y avait un autre truc comme ça. Mais moi, j'ai le souvenir, ça fait longtemps, ça fait 10 ans, que si t'as justement des problèmes, tu vas voir l'aumônier. Et l'aumônier, il a un rang, si tu veux, abusé. Genre, il est lieutenant-colonel, un truc de port, tu vois. Comme ça, en fait, il est un peu à l'extérieur de tout ça. Et c'est un mec trop chill, tu vois. Genre, je me souviens, l'aumônier, il était... Tu sais, ça vraiment... tu sais, on dirait un curé, tu sais, il est un peu gros, comme ça. Et puis, il est tout gentil avec ses petites lunettes. En fait, c'est un putain de lieutenant-colonel, tu vois, qui, en fait, peut aller voir le capitaine ou qui peut aller voir n'importe qui dans la caserne et les coucher. En fait, il fait vraiment le lien, du coup, entre... Et il est super respecté, ce mec-là. Et en l'occurrence, là, c'était pas... un petit mec avec des lunettes, genre... Il faudrait qu'on incorpore ce rôle dans les boutons, plus grave. Mec, tu peux être l'aumônier si tu veux, mec. Pourquoi pas. Après, on n'aura pas de soucis de hiérarchie, mais bon. Excellent, bref. Et du coup, ce mec-là, pareil, une rencontre incroyable qui m'a beaucoup marqué parce qu'il incarnait une image, c'est une main de fer dans un gant de velours. Ouais, exact. Il était exactement comme ça, tu vois. Quelqu'un, genre tu le vois déjà dans une pièce, il a une présence de malade, il te serre la main, c'est quelqu'un. Je sais pas comment expliquer ça, tu vois. Il dégage quelque chose de super fort. Et en même temps, très bienveillant, ultra compréhensif, vraiment à l'écoute. Et en fait, lui, donc je lui transmets la demande que j'ai faite. Et en fait, il s'est un peu pris d'affection pour moi parce il a vu que tu vois, j'avais un certain style d'écriture et que je m'appliquais à essayer de trouver des solutions et que, bon, bref, il a un peu cerné comment j'étais. Je sais pas, il a apprécié ce que j'ai dégagé. Et donc il m'a aidé avec, on va dire, un investissement peut-être plus important que ce dont
Continue. que ce à quoi je pouvais m'attendre. Et vraiment, il m'a encouragé, tu vois, on a fait des lettres ensemble, il m'a aidé à écrire, il m'a dit vas-y, cette lettre, je la transmets directement tout en haut des ressources humaines, ça passera pas par le chemin classique. Et en fait, même comme ça, mes demandes étaient refusées, tu vois. Donc même avec cet appui-là, qui était le plus gros appui que je pouvais avoir à ce moment-là, ça passait pas. Et entre-temps, la situation se dégrade parce que moi, je vis ça comme je t'ai dit, j'ai l'impression d'être considéré comme une ressource et pas comme un être humain. Et quand je suis convoqué chez mon commandant d'unité et que je lui explique ma situation, je lui dis moi je comprends vos impératifs, mais je suis en train de vous dire que vraiment je souffre de cette situation. Mais c'est pas juste j'ai mal comme un enfant qui. C'est un petit bobo, tu vois, c'est une souffrance. T'as des pensées noires, tu vois. Et en plus, je suis dans un environnement où, justement, mon pote de l'époque, lui, il pensait carrément à mettre fin à ses jours, tu vois. Et c'est parce que j'ai dit à ma hiérarchie, ils pensent vraiment à mettre fin à ses jours pour faire quelque chose qu'ils l'ont laissé partir, tu vois. Ok, ouais. Et donc, je suis dans cet environnement-là, je vois le noir tout le temps. Et quand je dis ça à mon commandant d'unité, il me répond, je comprends ce que vous me disiez, mais non, on peut pas vous laisser partir. Il me dit, allez, en gros, il m'a fait comprendre, c'est un petit effort à faire. Genre, vas-y, c'est que 2 ans. Mais mec, 2 ans de souffrance, c'est pas que 2 ans. Tu vois, genre le temps, quand t'as mal, il passe beaucoup plus lentement. Ouais. Et tu peux pas dire ça comme ça avec autant de facilité. Moi, vraiment, ça m'a choqué et on n'arrivait pas à se comprendre. Et au bout d'un moment, en fait, je commençais à carrément refuser l'autorité militaire, en fait, parce que j'en peux plus, ça me pète les couilles d'être là. Et mec, genre vraiment, ça me ruine la vie, tu vois. Genre, t'as pas envie, le matin, quand le réveil il sonne, t'as pas envie d'y aller, tu vois. Et t'y vas, c'est pas une boule au ventre parce que t'es pas stressé, mais t'es déprimé, tu vois. T'es vraiment déprimé. Et je commence à me prendre la tête avec lui, tu vois. Je commence dans le bureau, on discute, et je mets plus les formes de respect militaire que tu devrais mettre parce que j'en peux plus. J'ai l'impression qu'on me respecte pas. Pourquoi je vais te respecter si tu me considères pas comme un humain, tu vois. Et donc la situation se dégrade, en fait. Parce que je m'entretiens mal avec lui, et pour plein d'autres raisons, j'ai plus envie de faire mon travail. On continue de me donner plein de tâches à faire. Moi, je dis, les gars, arrêtez, je veux plus, ne me payez plus, tu vois, mais me demandez pas de venir. J'essaie de trouver des manières de sortir de ce cadre-là. C'est pour ça que je partais aussi beaucoup en mission. Au-delà de faire de l'argent, ça me faisait vivre d'autres choses. Et donc, on va dire que progressivement, tout se dégrade parce que, comme je commence à même plus être capable de... Tu sais, pour travailler, il faut être animé par quelque chose, tu vois. Mais quand tu préférais même pas avoir d'argent que d'être là, t'as plus cet élan-là à t'investir autant dans le projet. Et en même temps, quand on te respecte pas, t'as pas envie d'aller... t'as pas envie de mettre bien ton chef à faire des trucs de fou, alors que lui, il te met pas bien en retour, tu vois, ça devrait être mutuel. Et donc, je commence à ralentir mon rythme, voire à plus faire grand-chose, tu vois, parce que ça m'énerve et qu'on me... Je pense que même en ralentissant ton rythme, tu faisais plus vite que n'importe qui d'autre. Enfin, pour avoir travaillé avec toi pendant quasiment 2 ans, faisais beaucoup, je vois le genre. C'était quand même beaucoup, puis je suis pas quelqu'un qui va... Je voulais pas foutre délibérément la merde, tu vois, mais c'était une manière pour moi de dire... Comment je peux dire ça ? En fait, je me suis dit un peu naïvement, si je commence à arrêter de faire les choses, ils vont se dire qu'ils me payent pour rien, ils vont me dégager, tu vois. Mais en fait, la réalité, c'est pas du tout passé comme ça. C'est qu'ils ont commencé... en fait, toute l'équipe a pris plus cher parce que mon travail était pas... J'assumais pas mon rôle autant que d'habitude. Donc c'est la merde pour tout le monde. Donc ça met une ambiance de merde. Moi, quand je viens travailler, en plus de... T'étais le mec qui rajoutait des pompes au purgatoire, mec. En plus de subir ma vie, tous les mecs qui sont là, qui sont mes potes, ils prennent plus cher à cause de moi, tu vois. Donc en fait, tu peux pas, tu vois. Ça, c'est... Donc je recommence à travailler, en fait. Mais du coup, je respecte plus du tout ce supérieur-là, en l'occurrence. Heureusement, les chefs juste au-dessus de moi, ils étaient en or, tu vois. Genre mes capitaines, c'était des gars super humains et qui m'ont beaucoup soutenu. Mais du coup, ça se dégrade et je me retrouve... c'est une sorte de... Ça serait gros de dire harcèlement, tu vois, mais on va dire que je suis plus facilement désigné pour aller faire des cérémonies de merde le week-end. Il y avait un moment, j'avais pris des vacances pour Noël. Les 2 personnes qui avaient été désignées, c'était mon pote qui voulait partir et moi, tu vois. Et parce que quelque part, j'ai l'impression... En tout cas, moi, j'ai vécu comme ça. Je n'irai pas jusqu'à dire ils l'ont fait consciemment. Mais j'ai vraiment l'impression que parce qu'on posait problème et parce qu'on respectait pas les règles et qu'on cassait un peu trop les couilles, on nous envoyait sur plein de missions de merde, tu vois. Donc j'avais des vacances à Noël pour aller voir ma famille. Je suis resté sur la base à surveiller la base. Que des trucs de merde comme ça, tu vois. Donc déjà que t'es pas bien, en plus on vient te rajouter plein de merde parce que... C'est dur de forcer un être humain à faire des choses qu'il a pas envie de faire. Même dans un cadre militaire, c'est là que, tu vois, pour faire un petit lien, ça sort un peu de l'armée, mais je sais pas, ça me passe par la tête. Le fait que la stratégie de se comporter comme un tyran avec tes employés, elle fonctionne sur le court terme, t'arrives à extraire, si tu veux, un maximum d'eux,
Mais au bout d'un moment, les humains sont comme ça, ils commencent en fait volontairement à saboter le système, tu vois. Genre, si t'as une boulangerie et que tu veux que ta boulangerie elle fonctionne bien sur le long terme et que t'es manager et que t'as 4-5 employés, bah en fait, si tu te comportes, si tu leur mets la pression comme un connard, peut-être que sur une semaine, tu vas réussir à avoir un meilleur chiffre. Ouais. Mais quand ça s'étend, les mecs, ils vont commencer à cracher dans les croissants ou des trucs comme ça, tu vois. Ils vont faire des opérations de sabotage, littéralement, parce qu'on est comme ça. Et c'est comme l'expérience sociale assez intéressante. De nouveau, parallèle, rien à voir, mais je trouve, enfin, c'est des liens qui, je pense, sont cool. Où tu proposes à des gens de se diviser une somme. Tu leur dis, OK, il y a 100 balles. Si vous réussissez à vous mettre d'accord sur comment sont répartis les 100 balles, eh ben, chacun peut reprendre sa part. Si vous ne mettez pas d'accord, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, eh ben, c'est annulé. Ouais. Et en fait, s'il y en a un qui vient et qui dit, ben, écoute, moi, je veux prendre, je crois que généralement, les gens, ils acceptent si un mec, il impose, il dit, moi, je veux prendre 60 balles et toi, tu vas en prendre 40. Ça, généralement, les gens, ils laissent passer. Mais si un mec, il vient et il fait le fils de pute et il dit, écoute, moi, je veux prendre 80 balles et tu vas en prendre 20, la plupart des gens, ils vont préférer se sacrifier et dire, OK, on prend pas. Donc, ils vont préférer refuser gagner les 20 balles parce que, tu vois, ça heurte ton sentiment de justice. Et ça, on le retrouve beaucoup dans plein de milieux, tu vois, milieu professionnel, ainsi de suite, et c'est un peu ça aussi. Quand tu sens qu'on te chie dessus, t'es prêt à te sacrifier encore plus toi-même pour détruire les trucs, tu vois. Clairement, Alors, en fait, le truc qui arrive, c'est que tu te dis, pourquoi je te donnerais quelque chose, tu vois, je préfère me prendre encore plus cher, mais que toi, t'es rien. Parce que tu me mets dans cette situation, tu vois. Je vois, mec. Et donc tout se dégrade, et donc si c'était déjà un peu entre guillemets l'enfer avant pour moi, ça devient de pire en pire, tu vois. Et donc je continue. Limite, tu peux te trouver du sens quelque part dans ta souffrance si elle permet de faire souffrir le mec qui te fait souffrir, tu vois ce que je veux dire? Ouais, limite, et encore, pour moi c'est pas possible, parce que c'est comme si même lui, genre mon commandant d'unité qui me... Je sais pas si c'était volontaire, encore une fois, je vais pas lui jeter la pierre, mais j'ai l'impression vraiment qu'il m'en voulait et qu'il me mettait des trucs. Bah même ça, entre guillemets, je comprends, parce que je peux imaginer, en me mettant à sa place, bien sûr. Et lui, il est là pour 2 ou 3 ans à gérer cette unité. Il faut que quand il est là, il n'y ait pas de vague, tu vois. Donc lui, son but, c'est sortir de là et qu'il y ait un bilan ultra positif à la fin, comme ça, pour sa carrière, c'est... Et tu vois, je me mets à sa place et je ferai pas la même chose, mais je peux comprendre ses décisions et sa manière de voir le truc. C'était pas une mauvaise personne, et globalement, dans mon parcours, j'ai pas rencontré des mauvaises personnes, tu vois. Il y en a qui sont un peu cons, mais... Il n'y a pas des gens foncièrement méchants là-dedans. Quand tu t'engages dans l'armée, c'est parce que tu es animé par certaines choses, tu vois. Et donc, il y a eu des discussions, mais je pense qu'il n'a pas du tout perçu la détresse dans laquelle j'étais. D'accord. Je répète, hein, c'est pas 2 ou 3 ans tranquille. C'est 2 ou 3 ans où chaque jour, c'est une torture, tu vois, pour toi. Et ça paraît gros, les mots, mais vraiment, il faut se rendre compte que quand tu es dans une situation où tu peux pas t'en sortir... Je sais pas comment expliquer ça. Parce que même maintenant, avec du recul, quand j'en parle, j'ai l'impression, je me dirais naturellement, ouais mec, mais ça va, non plus, t'étais pas... Il y a des gens qui vivent la guerre, il y a des gens qui ont rien, tu vois, t'es pas non plus dans ce cas-là. Mais c'est vraiment une torture psychologique, et je pense qu'on s'inflige aussi un peu à soi-même, tu vois. Je pense que moi, j'avais pas forcément la maturité de voir la situation d'un autre angle pour la vivre différemment. Parce que j'étais jeune encore. Et donc, on est à ce stade-là. Et là, il y a vraiment urgence, tu vois, faut que je me barre, parce que les pensées sombres, elles arrivent. Et je commence à chercher les solutions que je peux avoir, même qui sont pas forcément, comment je peux dire, les plus conventionnelles, tu vois. Je me renseigne pour les avocats, voir s'il y a des trucs avec le droit. Je me rends compte que en fait, le droit du travail, le droit militaire, c'est deux choses très différentes, et qu'en fait, l'armée, clairement, elle a tous les pouvoirs qu'elle veut sur toi, une fois que t'as signé ce bout de papier de merde. Donc, j'évalue mes options. Le droit, c'est pas possible. J'entends parler qu'il y a des mecs qui arrivent à se faire réformer médicalement. J'entends plein d'histoires, tu vois, des gars qui vont voir un médecin, qui parlent de leur dépression, à quel point ils vont mal, d'autres qui carrément s'infligent des choses pour être inaptes. Tu vois, par exemple, j'ai une histoire d'un gars qui s'est mis des coups de marteau sur la main pour être inapte et puis pouvoir faire son travail, tu vois. Pour faute d'éther. Pour en arriver là, c'est vraiment que t'as besoin de partir, Encore une fois, c'est difficile de se rendre compte de cette détresse-là, parce que c'est très psychologique. Mais moi, j'ai vu des gars perdre leurs cheveux, tu vois, à genre 26 piges, c'est pas normal, tu vois, qu'à 26 ans, t'as des trous dans la tête, parce que... Et donc, il y a cette option médicale, et après, dernière option, c'est celle que je veux absolument pas emprunter, c'est la désertion. Je veux pas l'emprunter parce que quand je regarde ce que tu risques, c'est potentiellement de la prison. Je me dis, mais... En gros, je vais sortir de ça pour aller peut-être faire 2 ou 3 mois en prison, tu vois, c'est pas l'objectif. Puis j'ai pas envie de partir comme ça, tu vois. Moi, je veux partir correctement, en bon terme, mais je comprends pas qu'on puisse pas trouver un équilibre, tu vois.
Mais au final, j'étudie mes options et il y a que celle-là qui reste. Et donc, je tente un dernier coup de poker à force, parce qu'entre-temps, je refais plein de demandes, hein, j'en ai pas fait que 2. Tu spam, mec. Et ouais, je spamme les demandes, ils pètent un câble, ils en ont marre de traiter mon papier, tu vois. Et à chaque fois, j'écris encore plus de trucs, mais toujours refusé. Et du coup, bah, je me dis, vas-y, ultimatum, moi, vraiment, c'est plus possible. Je vais voir mes chefs, je leur dis, écoutez, moi, je peux pas, vraiment, j'ai cherché des solutions. Les chefs avec qui tu t'entendais bien, du coup, les chefs directs. Okay. Je dis, j'ai cherché des solutions, vraiment, il n'y a rien qui est possible. Moi, je peux pas, si on trouve pas une solution à cette date-là, je partirai parce que là, ça devient, en fait, ça prend une trajectoire qui va m'amener sur une voie que je veux pas voir, tu vois. T'as annoncé, du coup, ta potentielle désertion. Je leur ai dit, il faut qu'on trouve un truc, sinon là, je pars. Et j'ai laissé exprès peut-être entre 6 et 10 mois devant moi, et devant eux surtout, pour qu'ils puissent trouver une solution, qu'on puisse réfléchir ensemble, et que si jamais bah, c'est ce qui se passe, quelqu'un ait pu être formé entre-temps pour reprendre ma place. Tu vois, vrai, parce que encore une fois, mon but, c'est pas de les foutre dans la merde, quoi. Ouais, clairement pas, je veux pas ça, je veux juste sortir d'une situation qui me rend hyper malheureux, mais je veux pas nuire à personne, tu vois, et je veux rester correct jusqu'à la fin. Au final, dans ce laps de temps, on trouve pas de solution. Comme je t'ai dit, je me fais envoyer dans des missions de merde. J'ai vraiment l'impression que mec, ils s'en battent les couilles. À part mes chefs directs qui comprennent, au-dessus, ils sont déconnectés, tu vois. Mes chefs directs, ils ont bien vu que j'étais très sérieux, puis eux, ils me connaissaient. Au-dessus, je pense qu'ils se sont dit que c'était des conneries, tu vois, que j'allais jamais faire ça parce que c'était trop risqué. Mais vraiment, j'étais dans un stade où je me suis dit, je m'en fous, je préfère partir en prison. Au pire, mais tu vois, j'ai vécu à la hauteur de mes valeurs. Et pour moi, c'était humainement pas... C'est pas possible que tu puisses laisser un mec dans une situation comme ça aussi longtemps contre son gré, alors que lui, il est venu en étant prêt à sacrifier sa vie pour son pays. Et il est jeune, il a 18 ans, il sait pas dans quoi il met les pieds. Tu peux pas lui dire... En fait, c'est comme si tu lui chiais dessus de lui dire ça, tu vois. Tu peux pas ne pas le considérer pour l'être humain qu'il est et s'il a des besoins particuliers et qu'en plus, il cherche à faire tout bien. Tu peux pas juste lui dire, bah non, mec, serre les dents et continue, tu vois. C'est vraiment pas correct. Et du coup, bah, on arrive à cette date fatidique où je leur avais dit, il n'y a rien qui s'est passé entre-temps. Donc moi, de mon côté, j'ai préparé mon départ, entre guillemets, comme je pouvais. Du coup, je sais que si je fais ça, je vais aller devant le tribunal militaire. Je sais qu'il va m'arriver sûrement des merdes. Et du coup, bah, j'essaie de cumuler le plus d'éléments pour montrer que je suis pas un mauvais gars et que je fais tout ce que je pouvais pour partir, mais que là, je suis parti parce que c'était juste plus possible de rester dans cette situation. C'était impossible. Et mes parents, ils sont au courant, ils ont vu toute l'évolution de ma détresse, tu vois. Et même eux me soutiennent dans cette démarche, alors que je pense qu'en tant que parent, enfin, ça doit être quelque chose. T'as envie que ton enfant, il termine ce qu'il commence, quoi. Ouais, puis même tu dis, il risque de la prison, tu vois, c'est un truc grave, ouais, c'est pas un acte léger. Genre, je sais pas, c'est... Même ton père, en tant que militaire, il te soutenait là-dedans. Ouais, bah, il me connaît, il a vu tout ce dont par quoi je suis passé, que, encore une fois, j'ai pas voulu... Je sais pas, je pense qu'il y a des manières et des intentions de faire les choses, et je pense que ça se voyait clairement que je voulais que tout se passe bien, moi, je voulais juste sortir d'une situation qui était... Autrement, tu serais mis en arrêt maladie, t'aurais fait, j'ai une dépression, voilà. Et puis ciao. C'est ça, exactement. Là, t'aurais rien eu, du coup, si t'avais fait ça. Ouais. T'aurais même pu être payé, je sais pas comment c'est en France, mais... Si j'avais pu faire ça et que ça avait marché, parce qu'à la fin, t'es obligé de passer devant un médecin militaire qui, lui, va décider si on te déclasse ou pas. Et parfois, bah, il refuse quand même, tu vois, parce que pour eux, ils estiment que c'est pas forcément si grave. En fait, tant que t'es pas au bord du suicide, c'est pas... Ouais, c'est trop facile de cheater ça, mec. En vrai, tu sais comment je ferais, mec? J'irais, enfin, tu vas voir un mec, tu sais déjà ce que tu dois dire pour qu'il pense que t'es en dépression, et limite, le médecin militaire, le mec qui va prendre la décision finale, tu fais 3 nuits blanches avant d'aller le voir, et t'arrives avec des yeux, des cernes comme ça, et puis tu le regardes à peine, enfin, mec, ouais, c'est cheatable mais 100 fois, mais encore une fois, c'est est-ce que toi tu veux faire ça ou pas, tu vois. Alors, clairement, mais ce que je veux dire, c'est que... Oui, il y avait des options, il y en avait d'autres. Pour moi, cette option, c'était la facilité x 1000. Ouais, clairement, c'était clairement l'option la plus... Et encore, je connais des gens qui ont pris ce chemin-là, c'était pas non plus si simple, mais... Bah, ils sont nuls. Non, pas si simple dans le sens de réussite. Écris-moi un DM sur Insta si vous voulez des conseils pour avoir l'air dépressif. Genre, tu te laisses pousser la barbe, mec, t'arrives. Excuse-moi. C'était pas dans ce sens-là que c'était pas si simple, c'était plutôt... Le calvaire, ça le rend pas... En fait, déjà, ça dure aussi longtemps parce qu'il faut d'abord 6 mois d'arrêt consécutifs pour pouvoir passer devant la commission. Donc, il y a plein de choses qui se passent pendant ces 6 mois-là.
sais, t'es pas encore parti, donc même si t'es en arrêt, je pense que tu le vis d'une manière un peu particulière. Ouais, tu dois fake la dépression tout le temps en fait. Ouais, et je pense que c'est de te rendre barjo, mec. Ouais, je pense. Tu vas faire semblant de te sentir mal constamment, horrible, mec. Et au final, tu finis vraiment par te sentir horrible. Ouais. Je pense que c'est chaud, en vrai. J'avoue. Et du coup, on en est à ce moment-là où la date fatidique, elle arrive, et où, bah, dans ma tête, je suis prêt. Tu vois, ça fait, je pense, les 8 derniers mois depuis que j'ai annoncé que je me prépare pour ça, et dans ma tête, c'est très clair. Au pire, s'il m'arrive ce qui devrait m'arriver, tu vois, si je dois faire des mois en prison, bah, je les ferai. Mais je préfère vivre à la hauteur de ce qui m'inspire et ce qui m'anime plutôt que de rester dans cette situation. Et ou de faire la pute qui se met dans la maladie. Ouais, si tu peux le dire comme ça, mais je jugerai pas les gens qui le font, chacun ses aspirations. En tout cas, donc cette date elle arrive et bah, le 1er décembre, c'était de l'année 2019, je fais ma désertion militaire, donc je reviens pas au travail. Faut savoir que j'ai quand même essayé de faire les choses le mieux possible, même si c'est bizarre de dire qu'on a fait les choses bien quand on part comme ça. C'est-à-dire que à 5h du matin, je me suis pointé à l'unité, j'ai ramené tous mes effets militaires, mes badges d'accès pour qu'il n'y ait pas un risque, tu vois, que je puisse entrer sur une autre base militaire avec ça. Surtout j'avais des cartes qui me permettaient d'accéder à des endroits de l'unité qui sont protégés. Donc, en fait, moi, le but, c'est que je veux que les gens se disent, enfin, en tout cas, la police militaire et l'institution en général, quand ils voient mon départ, ok, il est parti, mais on n'a pas besoin de lui courir après. Ouais, genre il a pas pris un Mirage 2000. Ouais, voilà, genre... tu vois. pas tout ça, tu vois. Je veux pas que la police, elle arrive chez mes parents et tout. Ouais. Donc, je ramène tous mes effets. Je me dis, je veux le moins de galère possible. Je suis carré jusqu'à la fin. Je leur laisse tout. Je prends le temps d'envoyer des mails le matin à tous les gars de l'unité parce que je voulais faire un petit message, tu vois, pour remercier. Parce que si j'ai eu le sourire aussi longtemps et que j'ai pu le tenir, c'est parce qu'il y avait des gars super bienveillants et trop cool avec moi au quotidien. Et ça m'a fait un bien fou. Donc, j'ai envoyé des mails à tout le monde. Et donc après, bah, je me barre avec ma voiture, je rentre chez moi. Et là, mec, j'ai pas dormi de la nuit, tu vois, pour préparer tout ça, parce que je leur ai fait des crêpes et tout, tu vois. Non, mais en gros, le soir, j'ai passé ma soirée à j'ai préparé des crêpes, j'ai fait des courses pour acheter des bouteilles et tout. Et le matin, en fait, quand je suis arrivé à l'unité, je leur ai laissé un petit déj tout fait, tu vois, avec un petit mot, genre, profitez bien de ça, tu vois, en mode un petit geste. Parce que pour moi c'est une manière de les remercier parce qu'il y a des gars ils m'ont tué de rire, tu vois, ils m'ont vraiment fait avoir des beaux jours dans cette expérience qui était horrible pour moi. Et pour moi c'était normal, tu vois, de faire ça. Donc j'ai pas dormi de la nuit à préparer mes crêpes comme un mongol là, tout. Parce que mec, c'est long d'écrire des mails individuels pour chaque personne, il y avait une trentaine de personnes, un peu plus. Wow. Donc j'ai passé la nuit à faire ça. Donc je rentre, je suis KO et je dors toute la journée, mais tu dors le sommeil le plus horrible de ma vie, mais que tu dors, t'as l'impression que toutes les 2 secondes il y a quelqu'un qui tape à ta porte. Ouais, t'es pas bien du tout. Et au final, la journée se passe, il y a rien, tu vois. Rien du tout, il se passe rien. J'ai des retours des potes qui sont à l'unité qui me disent un peu que ça fout le bordel partout, mais sinon, il se passe rien. Le lendemain, moi je finis 2-3 trucs dans l'appartement, parce que j'étais propriétaire de cet appartement-là. Donc il faut que je parte en le laissant dans un état où il peut être loué, parce que sinon je vais être dans la merde, parce que j'ai un crédit remboursé, etc. Donc je finis tout ça, je prends ma voiture, je rentre direct chez mes parents le lendemain avec toutes mes affaires. Et dès que j'arrive, le premier truc que je fais, je vais à la gendarmerie et je leur explique mon histoire et je leur dis, moi je suis là, venez pas avec une unité chez mes parents, tu vois, ça, même pour l'image, pour eux auprès des voisins, et puis je veux pas qu'il leur arrive ça. Donc je leur dis, moi je suis là, j'assume tout ce que j'ai fait, si vous me cherchez, vous pouvez me contacter à ce numéro. J'ai pas fui, j'ai pas où ou quoi, j'irai au tribunal. Et donc je leur explique tout. Les mecs super compréhensifs m'ont fait trop du bien, tu vois, ils ont compris ma situation, ils m'ont pas jugé. Et puis ils m'ont dit courage, ils m'ont dit non mais normalement ça devrait aller, tu devrais pas... Moi je m'attendais à avoir des mois de sursis ou voire finir en prison, tu vois. Et ils m'ont dit normalement ça devrait aller, vu ton profil, ton histoire, tu devrais pas... Ils t'ont rassuré. Ouais, ils m'ont rassuré, ouais. Et de là, mec, il y a une période de 1 an où j'ai pas de nouvelles. 1 an? Ouais, 1 an. Et genre zéro? Zéro, ouais. J'ai juste un courrier qui arrive pour me dire au bout de 4 mois, je suis bien radié des cadres militaires. Je fais plus partie de l'armée officiellement, mais j'ai pas de nouvelles de la justice, j'ai pas de nouvelles de l'unité, je sais pas du tout ce qui se passe, tu vois. Et donc en fait, tu vis avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mec. C'est abusé, 1 an. Ouais, le temps que la justice se mette en place et que... Ouais. En fait, ça arrive à un point où tu te dis, ils m'ont oublié, tu vois. En fait, je suis parti, ils m'ont oublié. Ah, mais ils bon. font exprès, mec. Et en fait, non, ça te rattrape toujours, tu vois. Wow. Et du coup, moi, entre-temps, j'ai travaillé 1 an sur un projet personnel parce que j'étais aussi parti pour ça. J'avais d'autres ambitions, donc j'ai travaillé là-dessus. Et
Et sauf que un beau jour, je reçois un courrier du tribunal qui me dit que je suis convoqué au tribunal militaire de Bordeaux. Et, euh, et là, ça redevient sérieux concrètement. Entre-temps, j'ai refait ma vie, tu vois. Je suis retourné chez mes parents, je revois mes potes. Tout était trop beau, tu vois. Et d'un coup, t'as un truc qui arrive. Ouais. Mec, t'as fait ça, tu vois, tu te rappelles. Et, euh, et là, je me prépare comme je peux, tu vois. Je prépare ma narration. Je me dis, si je vais là-bas, faut que je puisse raconter mon histoire le mieux possible. Donc, j'essaie de réfléchir à tu vois, le but, c'est pas de manipuler les jurés qui vont m'écouter, c'est surtout de réussir à transmettre de manière le plus fidèle possible Qu'ils comprennent ta que j'ai perspective, vécu. en fait. Ouais, exactement. Mhm. Et je me dis, peut-être c'est un truc un peu bête ou risqué parce que quand tu vois des choix de la justice française, tu peux te poser des questions. Mais j'avais envie de croire que ils allaient comprendre, tu vois. Mhm. Donc je me prépare avec ça. Entre-temps, pour mettre toutes les chances de mon côté, je vois aussi une avocate qui me donne des conseils et qui va venir me représenter. Un gros big up à elle parce qu'elle a été ultra humaine. Presque elle était plus impliquée que moi, tu vois. Je raconterai un peu le passage au tribunal, mais elle m'a défendu comme personne. Ah ouais, Et comme Jajam. ouais, vraiment, elle m'a Ouais. mis trop bien. Et, et donc, elle me conseille de aussi. Moi, je travaille sur mon projet, donc j'avais plus de revenus. Et en fait, elle m'explique que ça donne une image un peu. En fait, s'ils n'arrivent pas à comprendre ce que je suis en train de faire et à croire que vraiment je travaille tous les jours, ça peut sonner un peu comme une excuse de en fait je fous rien et je bosse pas, alors que moi vraiment je me butais sur mon projet. Et, euh, et donc elle m'invite à reprendre travail et en même temps ça arrive dans une période de vie où moi aussi je me rends compte que j'ai besoin de voir d'autres personnes parce que je travaille sur mon projet, je suis tout seul. C'est Mes quoi potes, ton projet, c'était quoi? c'était alors j'avais un projet d'application mobile qui c'était une des raisons on va dire une des aspirations que j'avais quand je suis parti de là-bas, c'était de créer, de devenir indépendant financièrement, justement pour me libérer de ces chaînes-là que l'armée m'avait imposées. Je voulais plus jamais revivre ça. Donc mon plan, c'était, je veux être indépendant maintenant. Hmm. Et donc ce projet-là, c'est une application mobile pour faciliter le suivi des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai travaillé là-dessus. Et en fait, c'est arrivé à un moment où justement ça devenait difficile pour moi parce que c'était un gros projet, il faut endosser plein de rôles. Faut être graphiste, faut gérer tout ce qui est expérience utilisateur, toute l'ergonomie de l'application. Il y a vraiment plein de facettes à prendre en compte, même sur le technique. C'est une infrastructure qui était beaucoup plus grosse que ce à quoi je m'attendais. Je pouvais pas faire comme je l'avais en tête au début. Et en fait, au bout d'1 an à travailler dessus, j'ai fait même pas 10% de ce, tu vois, de mon MVP, tu vois, de mon... Parce que t'as dû apprendre des trucs que tu savais pas faire. Toi, Ouais, exactement. Toi, tu savais coder le truc. Ouais, mais moi pas- j'avais la compétence pour le développer. Ok. Et encore, ça demandait une expertise technique que parfois j'avais pas dans certains aspects. Et ça demandait tout ce qui est le côté design, j'en avais fait un petit peu, mais c'est pas du tout mon domaine d'expérience, tu vois. J'ai dû apprendre ça. J'ai appris toutes les icônes que j'ai dans l'application, je les ai faites tout seul, pardon. Et donc j'ai dû apprendre à chaque fois, chaque domaine, avoir la phase où tu fais un truc de merde qui te plaît pas et tu recommences. En fait, c'est super dur d'être motivé parce que quand tu commences quelque chose, genre si là tu te m'as dessiné, tes premiers dessins ils vont te péter, mec, tu vois, ça va Ouais. être difficile pour toi d'être fier de ce que tu as fait et de te dire ah mon truc il va bien marcher. Et donc tu continues, itération après itération, t'arrives à un truc super stylé. Mais en fait, t'as fait que la partie graphique, maintenant faut développer, tu vois. C'était un Ouais. peu mon cas. J'arrive à un truc super stylé, je suis trop fier du résultat, mais il y a rien qui marche vraiment, c'est juste visuel. Donc là, je me mets à développer. Et en fait, dans tout ce temps-là, je suis tout le temps tout seul. Mes potes, ils travaillent la journée. Donc moi, en fait, les jours, je les passe tout seul. J'ai pas d'interaction particulière avec d'autres personnes. Mhm. Et en fait, ça devient difficile, tu vois, de pas... Alors j'ai une vie sociale, je bouge et tout, mais ça devient prenant. Et donc c'est un stade où moi aussi, je me dis, même si je vais travailler, je peux rencontrer d'autres personnes qui pourraient m'aider dessus. On pourrait avancer ensemble, parce que c'est clairement pas un projet qui devait être fait tout seul, je pense. Et en tout cas, j'étais beaucoup trop ambitieux par rapport à ce que moi je pouvais gérer. Et donc elle me dit ça, donc je retrouve un travail et ça se passe super bien, tu vois, ça m'a vraiment fait du bien. Et donc là, on arrive au jour du tribunal. Moi, je vais à Bordeaux, j'ai tout préparé, j'ai tous mes mails que j'ai envoyés, toutes mes demandes que j'ai faites. J'ai vraiment un dossier gigantesque. T'es venu en petite chemise et tout, bien. Ouais, je suis venu bien habillé. Et du coup, j'ai mis toutes les chances de mon côté, tu vois. Je vais peut-être avoir des grosses emmerdes. Ça serait con de négliger, tu vois, les détails. Tu t'es rasé? Ouais, je me suis rasé. Genre à blanc? C'est possible, ouais. Tu sais Je crois que que- j'avais pas de barbe à cette époque-là, donc ouais, je pense que j'étais rasé à blanc. Ok. Tu sais que c'est une petite technique si jamais il y en a qui vont passer un jugement, qui doivent aller au tribunal.
En tant qu'homme, si tu veux, le fait de te raser, ça te donne un aspect plus féminin, plus enfantin, et du coup, on est peu plus plus clément juvénile, avec, ouais. plus clément avec toi. Ouais, Si d'accord. jamais ça peut être une petite technique. Ah, c'est pas faux. En tout cas, je pense que j'étais rasé, ouais. C'est pour ça, mec. Vas-y, je te laisse continuer. Et donc, on arrive, en fait, bon, déjà, je passe pas tout seul, en fait, je rentre dans le truc et en fait, ils font des salves. Ils convoquent tous les déserteurs de cette période-là et tout le monde passe un par un. Tu vas raconter ton histoire devant tous les mecs là et plus ceux qui sont, tu sais, il y a des gens qui peuvent venir voir l'audition. Ouais. Je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a des gens qui rentrent Ouais, là-dedans. ouais. Mhm. Et t'avais aussi des personnes des ressources humaines militaires qui sont là pour comprendre pourquoi les gens partent de cette manière-là. Et donc on passe un par un raconter notre histoire. Combien on avait? On était je pense une douzaine. Genre, ils vous traitaient 12 à la suite. Ouais, genre vraiment, ils disent monsieur, ils disent ton nom, ton prénom, où tu passes, tu racontes ton truc, ensuite le procureur il t'en met plein la gueule. Genre vraiment, lui il te défonce. Ah ouais. Lui c'est un enculé, mec. Son Genre, but, c'est vraiment de. ah ouais, ça se lui, roule, quoi. lui à chaque fois qu'il y a un gars qui passe, tu sais, le mec il a beau avoir une histoire touchante et tout, lui il lui dit que c'est une grosse merde, tu vois. Il lui dit, moi il m'a dit ça, genre j'ai raconté toute mon histoire, que j'ai essayé de tout faire bien, que je me suis vraiment impliqué, je me suis battu pour trouver une solution. Ouais. Et il me dit, vous avez fui devant l'obstacle, tu vois, vous avez fui devant la difficulté. J'ai envie de dire, mais connard, je suis en train de risquer de la prison pour, tu vois, être libre dans ma vie. Tu me dis que je fuis une difficulté, c'est l'inverse. Genre, je vais dans le truc. Et vraiment, le mec, bon, moi je passe, je raconte mon histoire, et lui, il m'en met plein la gueule. Mais vraiment, il me détruit, tu vois. Putain. Et moi, je suis partagé entre vraiment, genre, je serre les poings et j'ai presque envie de pleurer. En même temps, je serre les poings tellement j'ai la rage parce que le mec, il connaît pas ma vie. Je viens de raconter toute mon histoire. Il a pas vécu ça. Il se permet de. Après, c'est son rôle, tu vois. Lui, il doit représenter l'État et donc son but, c'est d'appliquer la sanction qui correspond. Mais c'était clairement injuste, tu vois. Tu peux pas entendre une histoire d'un mec comme ça et lui chier dessus juste après. Ouais. Et là, c'est là où l'avocate, elle m'a mis trop bien. C'est que moi, elle m'a dit, j'aurais été à côté de moi, elle m'a dit réponds pas, tu vois, va t'asseoir, réponds pas, dis rien. Parce qu'il y avait sûrement de l'alerte qui allait sortir, tu vois. Soit j'allais, je sais pas, je sais pas ce qui se serait passé, Ouais. mais j'aurais pas bien parlé. Tu vois, quand t'as les émotions, t'es pas aussi lucide. Et là, c'est elle qui s'est mise à parler et elle lui en a mis plein la gueule aussi, tu vois. Genre, c'était vraiment, elle lui a mis le retour, mec. Elle lui a mis un putain de retour. Trop stylé, mec. Et du coup, elle m'a mis trop bien. Et carrément, ça m'a donné des frissons, tu vois, de l'entendre me défendre comme ça. Moi, c'est vraiment. Je m'imaginais dans cette situation-là, pouvoir défendre quelqu'un. C'est le truc qui. Je me branle dans cette idée-là d'être avocat un jour pour pouvoir avoir un client, si tu veux, de bonne foi et de pouvoir aller le défendre au tribunal. Et mec, je sens que je préparerais, mec, comme un taré, tu vois. Ouais. C'est trop stylé, cette position qu'elle a eu, du coup, de pouvoir te défendre. C'est trop de fou. De fou. Puis elle avait préparé plein d'arguments et vraiment, là, genre c'était bastos sur bastos, tu vois. Elle lui en mettait plein la gueule, en même temps, elle me mettait bien, tu vois. Elle a vraiment fait un discours incroyable. Et ça, genre, il y avait plus, enfin, déjà, il n'y avait pas de bruit de base dans le truc, mais vraiment, tu sentais que l'atmosphère, elle avait changé, tu vois. Wow. Et ce qui est bien, c'est qu'après, il n'y a pas de réponse. Genre, c'est un peu bizarre, mais genre, du coup, ça s'arrête là. On retourne se rasseoir. Là, c'est la fin de la première phase, tous les gars, ils passent. Et après, ils nous rappellent, et là, ils nous posent des questions. Et moi, il me demande, c'est quoi ma situation maintenant? Est-ce que je travaille? Juste un truc, avant que... Là, il y a tout le monde qui a raconté son histoire. Et ça a eu des histoires bizarres un peu dans... Et qu'il y a des gars qui cherchent les problèmes, on va dire. Ouais, j'imagine. T'as un mec qui est passé, qui, en plus de sa désertion, entre-temps, il a fait un délit de fuite. Genre vraiment, le gars, il a pas... Mec. Je sais pas... Tu sais que tu vas arriver là. Ouais. Et en plus, ça se voyait que c'était pas il dégageait pas quelqu'un enfin, il avait pas de mauvais. Ouais. Ah, pas de Non, il avait pas mauvais. l'air d'être mauvais en fait. Il avait juste l'air de pas réfléchir suffisamment, tu vois, aux implications de ses actes. Et ouais, pas brillant aussi, je pense. Mais du coup, ouais, t'as des mecs il y en a qui avaient des histoires vraiment touchantes, un peu similaires à la mienne, tu vois, qui se sont retrouvés un peu bloqués là-dedans. D'autres qui sont fait harceler par leur hiérarchie et qui avec que ça comme moyen pour s'en sortir. Et après, t'avais d'autres gars qui ont juste été par flemme ou qui, je sais pas, se sont dit que c'était pas grave, qui sont partis, ils sont jamais revenus. Et ils le disent comme ça au tribunal. Ouais, t'en as, mec, ils ont rien s'en battent les préparé. couilles. Ouais, il y en a, ils sont. En fait, c'est pas qu'ils s'en battent les couilles, je pense, mais peut-être ils ont pas la lucidité, ils arrivent pas du tout préparés, et puis les mots ils sortent comme ils sortent et ils s'expriment pas forcément bien. Ouais. Ouais, non, ça Et se donc, prépare, mec. tant mieux pour moi, du coup, je ressors dans tout ça, tu vois, moi, mon profil sort du lot, on va dire. Et après, donc, t'as cette deuxième phase où ils te posent des questions. Et donc, moi, il me demande qu'est-ce que je fais maintenant, combien je suis payé. Il me pose des questions sur mon rapport à l'armée. Toi, t'avais trouvé un taf, du coup. Ouais, j'avais du coup. Un taf dans quoi? Ingénierie logicielle dans la continuité de ce que je faisais dans l'armée, donc développeur informatique pour
être plus familier, on va dire. Et donc, il me pose plein de questions. Il repasse sur mes états de service. Et là, je remercie infiniment mes chefs directs parce que ils m'ont mis trop bien, mec. Genre, vraiment, mes états de service, c'est... je sais pas... en gros, quand tu lis ça, tu te dis, mais le gars, c'est le militaire parfait, tu vois. Et vraiment, j'étais pas ce militaire parfait, je pense pas, mais je pense qu'ils se sont doutés que j'allais passer au tribunal et ils se sont dit, vas-y, on va faire un truc. Et donc, ils lisent mes états de service. Et même moi, je suis choqué, tu vois. Je me dis, putain, ouais, stylé, tu vois. Et, ça m'étonne pas de toi, mec. En vrai, je suis vraiment pas étonné. Et du coup, bon, en plus de me faire grave plaisir, bon, j'entends ça, je me dis, putain, c'est bon pour moi, ça va peut-être le faire. Et vraiment, à ce moment-là, moi, je crois que je vais au mieux avoir du sursis, tu vois, et avoir un truc dans mon casier, et ça peut me niquer pour mes futurs emplois. Parce qu'en tant qu'ingénieur informatique, souvent, ils demandent un extrait du casier judiciaire, et ça peut te poser des merdes. Et du coup, moi, à la fin, je demande, à la fin de tout ça... Pourquoi ils demandent ça? Parce que du coup, tu pourrais mettre des petites lignes de code... qui se voient pas et où ensuite je sais pas, mais je pense que c'est en France dans plein de domaines, ils peuvent demander un extrait et souvent ils le font. Je savais pas, mec. Mais je sais pas je sais pas c'est quoi la motivation qu'ils ont à faire ça parce que, enfin si je la comprends sans doute que si t'as eu un problème avec la justice c'est que t'es peut-être pas une personne recommandable mais toujours de la nuance tu vois. Et donc moi je demande juste à ce que ce soit pas inscrit mais dans ma tête je me dis bon au mieux j'ai un sursis et au pire bon au pire c'est la prison. Et sinon, ce qui devrait se passer, c'est un sursis plus c'est écrit dans le casier. Et tant pis pour le travail, j'essaierai de me démerder comme je peux. Je crois en moi, ça devrait aller. Et donc, moi, je retourne m'asseoir. Ils font les questions avec tout le monde. Puis à la fin, on sort tous. Genre, ils nous tèchent du truc. Ils disent, OK, on va réfléchir. On va discuter pendant une vingtaine de minutes. Et là, ils parlent. Et là, t'es là, t'attends, tu vois. Et vous parlez entre vous avec les autres? Ouais, du coup, on parle entre nous. Il y a des mecs qui viennent me voir qui me disent putain, t'as trop bien parlé, ton histoire elle était cool. Vraiment, ça. T'as un autre mec qui m'a associé. Et du coup, t'attends. Et mon avocate, elle me dit bon, je suis quand même confiante, ça devrait bien se passer. En gros, il y a vraiment. Ça serait bizarre qu'il y ait un truc. En plus, elle connaissait les jurés de ce moment-là. Elle m'a dit normalement. C'est quoi, c'est des jurés? Je crois, je sais pas si peut-être je m'exprime mal ou j'ai pas les bons termes. Mais en gros, quand je suis passé, t'avais tout à gauche le procureur, au milieu t'avais 3 personnes et c'est eux qui délibèrent qui décident. Et c'est eux qui te posent des questions, etc. C'est comme la nouvelle star, mec. Ouais, mec. C'est un peu ça. Et après, on re-rentre tous et on passe un par un. Et ils te disent la sentence, tu vois ce qui se passe, et ils te donnent un papier que tu dois signer. Et donc, les premiers mecs qui passent. Et j'entends, et pour l'instant pas de prison ferme, mais j'entends un gars, prison avec sursis, inscription casier judiciaire. Et je me dis, bon, si eux ils ont ça, il y a moyen que dans un monde j'esquive le truc et que je m'en sorte avec rien. C'est des mecs hardcore, des mecs qui ont fait des délits de fuite. Il y a un gars, je crois, qui a pris du ferme dans le truc, mais j'ai plus la certitude. Parce qu'en fait, à partir du moment où je reçois mon papier, moi, et que j'ai ma réponse, je pense plus à rien, tu vois. Genre, je suis dans un autre monde, j'ai plus ce qui se passe. Mais en gros, donc c'est à moi de passer. Et là, elle me dit on a retenu votre culpabilité, mais aucune charge. Je sais plus comment elle l'a formulé, mais en gros, ils me reconnaissent coupable de ce que j'ai fait, parce qu'effectivement, j'ai bien fait une désertion, mais il n'y a aucune poursuite. Pas d'inscription casier judiciaire, pas de frais de remboursement, je n'ai pas à payer ma formation militaire. Je m'en sors à payer juste 70 € de frais de tribunal. Putain. Et moi, j'apprends ça et. Mec, c'était trop bizarre parce qu'au moment où elle me le dit, j'ai eu envie de lui dire merci. Et il y a une partie dans ma tête qui m'a dit c'est pas normal de dire merci parce que c'est juste ce qui se passe. C'est pas un service qu'elle te rend. Et bon, c'était hyper particulier comme moment. Et du coup, je vois ça, j'ai du mal à réaliser. Et donc là, je suis dans ma bulle, je sors. Et puis après, j'appelle mes parents. Et là, vraiment, il y a toute une pression qui retombe, mon gars. Et tu te sens tellement. Tu te dis putain, j'ai bien fait de. J'ai pris le bon chemin, tu vois. Et ça m'a réconforté. En fait, depuis ce moment-là, je me suis... Déjà, de base, je m'étais engagé à respecter tout le temps mes valeurs pour ce que je t'ai expliqué. Mais c'est comme si là, je me suis vraiment rendu compte, en fait, ça... J'étais presque prêt, peu importe le résultat, mais même j'ai l'impression qu'il y a... Je sais pas comment expliquer, tu vois, qu'il y a une justice quelque part, tu vois. Je sais pas bien comment l'expliquer, ça fait un peu peut-être spirituel de dire ça, mais j'ai vraiment senti que si tu fais vraiment bien les choses et que tu t'évertues à les faire bien, bah ça se perçoit d'une manière ou d'une autre et les autres personnes seront plus ou moins réceptives à ça, tu vois. Évidemment, tu peux pas tout contrôler. Des fois, t'as des connards qui vont te... Bien sûr. Mais là, en l'occurrence, je pense que ça m'a vraiment servi. Et du coup, je m'en suis sorti sans rien à la fin. Elle est trop cool, cette histoire, mec. Elle me fait beaucoup penser à la règle, je crois la règle 7 des 12 premières règles de Peterson, c'est qui dit fais ce qui a du sens et pas ce qui est opportun, c'est-à-dire pas ce qui
dans l'instant pareil comme étant le plus facile. Parce que souvent, tu vois, on va faire des choses où on va, par exemple, mentir dans le but de créer un certain résultat. Mais en fait, tu sais pas comment les conséquences de tes actes se déploient sur le long terme. Donc en fait, ça se trouve, tu mens, tu t'arranges ton truc. En l'espace d'un mois, bah, t'as fait ton arrêt maladie pour quitter l'armée. Donc ça marche, t'es plus à l'armée, t'as pas de tribunal. Mais comment est-ce que ça se développe par la suite? Bah, tu vois, tes actions, elles ont des conséquences que tu peux pas voir venir. Donc en fait, si t'agis toujours en écoutant ta conscience, sans réfléchir aux conséquences, juste à faire confiance dans le fait que bah, sur le long terme, en fait, la même action, dans un espace de 3 ans, elle va t'amener un truc cool, 5 ans, un truc négatif, 10 ans, un truc cool. En fait, ça sert à rien de mentir ou d'essayer de modifier la réalité. Les choses, elles s'arrangent toujours autour de la vérité, en fait. Clairement. Et donc, moi, je trouve que cette histoire, elle est super inspirante. Elle donne confiance en mode, t'as des situations difficiles, quand tu sais pas quoi faire, bah, écoute ce qu'elle te dit, ta voix intérieure, fais le truc bien, passe à travers la tempête. Et quand t'en ressors, t'es en mode, waouh, tu sais, t'as toute la pression. Ouais, mais cette émotion, elle est incroyable. Ouais, vraiment, c'est incroyable. J'imagine. Et pour rebondir sur ce que tu disais, je pense même que si tu prends des chemins, on va dire, moins sains pour toi, en fait, c'est dommage parce que tu renforces dans ton identité quelque chose. Ouais. Tu vois, tu vas t'habituer à agir d'une manière. Et en fait, si ça pète pas maintenant, peut-être que c'est dans 5 ou 10 ans qu'il y a un autre truc où tu vas encore mentir ou faire quelque chose de pas bien qui va péter à ta gueule. Mais comme tu te seras habitué à fonctionner comme ça, t'auras pas le truc qu'il faut pour agir différemment à ce moment-là. Ouais. Et du coup, là, tu peux apprendre tout de suite à incarner la personne que vraiment tu veux être et qui va t'apporter les résultats. Et tu vis, mec, je pense vraiment, tu vois, ton histoire, t'as vécu l'aventure que t'étais censé vivre. Genre, c'était, tu sais, des fois, je tripe là-dessus avec des potes où on se dit, ça ferait quoi, genre, la vie d'un être humain s'il ne mentait jamais. C'est-à-dire absolument jamais. Genre, ta meuf, elle te dit, hey, t'as vu qui hier soir? Et toi, tu dis, bah écoute, bien sûr, t'es maliforme, mais t'expliques, ok, j'ai vu mon ex, je sais pas quoi. Tu dis les choses tout le temps, tu dis la vérité. Donc, ce qui t'arrive sur le court terme, bah, c'est des trucs pas cool, parce que quand tu mens, c'est parce que t'as peur des conséquences court terme. Mais en fait, sur le long terme, tu vis vraiment ce que t'es censé vivre, tu vois. Ouais, exactement. Mec. Et au final, c'est généralement négatif dans un premier temps, parce que bah, sinon tu mentirais pas, tu vois. Si tu mens, c'est parce que tu veux le positif maintenant. Mais en fait, sur le long terme, t'en sais rien. Et c'est trop beau, mec. C'est ça, t'en sais rien. Ça me rappelle l'histoire de Lao Tse, tu sais, avec les chevaux. Je sais pas si tu vois ce proverbe-là. Bien sûr. C'est exactement ça. Hein. Bien sûr. Putain, intéressant. Très intéressant. Tu fais un lien avec le Reboot Camp. Maintenant, ça fait un moment qu'on parle, je pense. 40... je pense que ça fait 45 minutes, 60 minutes, peut-être un même. Bon moment, ouais. Je te laisse enchaîner comme tu le sens. L'histoire est terminée, là, non? Ouais, tout est fini. Mais du coup, donc on arrive plus ou moins 2 ans après que je sois parti de l'armée. Moi, je vis ma vie. Je rencontre mon ex-copine à ce moment-là. Et tout se passe plutôt bien dans ma vie. J'avance, tu vois. C'est bon, c'est un nouveau départ. Et au bout d'un moment, je tombe sur ta vidéo sur la weed, où dans cette vidéo-là, à un moment, je sais plus comment tu l'amènes, mais tu dis, les gars, si vous voulez m'aider, il y a un truc, il y a un formulaire dans la description, ça vous prend 5 minutes à répondre, enfin à remplir, et moi, ça va m'aider de ouf. En fait, ce que j'expliquais, c'était, parce que c'était il y a longtemps, là on parle de 2022, par le printemps 2022, ce que j'expliquais, c'était que j'étais en train de travailler sur un programme qui avait pour but de placer un mec, fumeur ou non, sur une trajectoire ascendante, donc juste le réengager pleinement dans sa vie, et que si ça t'intéressait, tu pouvais avoir le lien dans la description et me laisser ton email. Ouais. Et en fait, au moment où les gens me laissaient leur email, ils avaient la possibilité de répondre à un formulaire qui était facultatif, dans lequel je posais des questions très ouvertes exact, ouais, c'est ça, pour comprendre mieux leur situation. Tu vois, j'avais envie j'avais un peu l'idée du truc que je voulais faire, mais je me disais, j'ai besoin de savoir en fait ce dont les gens ont besoin. Ouais, je vois. Parce qu'en fait, ce que je me rappelais, c'est que c'est vraiment un passage de 5 à 10 secondes qu'il fallait catch, tu vois, et si tu le ratais, bah, tu passais potentiellement à côté de ça. Et donc, je mets mon mail, je reçois ton mail avec le formulaire. Et au début, je vois les questions et je suis pas chaud de le faire tout de suite, tu vois. Il me dit, vas-y, c'est vachement introspectif, ça prend du temps, tout ça. Je laisse un peu de côté. Puis, en fait, ça me travaille, tu vois. Les questions, je me dis, franchement, fais le même pour toi. Même si tu lui envoies pas à la fin, c'est hyper intéressant de se poser ces questions-là. D'ailleurs, c'est des thématiques qu'on retrouve dans le Reboot Camp. Et donc, je me dis, ok, vas-y, je me pose sur le truc. Je réponds, je prends mon temps pour bien répondre et je le fais vraiment pour moi. Tu vois, à la base, je le fais pas en me disant vas-y, c'est Elio qui va lire, je vais essayer d'avoir un discours. Non, je parle comme si je me parlais à moi. J'envoie ça et je sais pas combien de temps passe, mais assez rapidement, en fait, j'ai un retour de ta part et où tu m'expliques que t'as reçu je sais pas combien de demandes et t'as 6 ou 7 000 réponses au formulaire. Truc de fou. Ou peut-être j'ai de la merde, peut-être c'est 4 000.
Il me semble que c'était 4000. Alors, c'est plus que. Si c'est 4000, c'était entre 4 et 5000. Bref, je sais plus, mais c'était en tout cas plus Moi, que ça 4000. m'avait choqué. Je me suis dit, putain, sur 4000, je sors improbable. En fait, je t'ai expliqué pourquoi t'étais sorti. Ouais. C'est parce qu'en gros, t'avais. Si tu veux, j'ai pris toutes les réponses et je les ai triées en fonction du nombre de caractères. Donc, j'ai exporté le Google Form en Google Sheet, donc en format Excel. Et j'ai eu les réponses les plus longues. Parce qu'il y a des mecs, ils ont répondu genre 2 mots, tu vois, et ça me donnait pas vraiment d'informations. Ouais. Mais il y a des mecs qui ont vraiment fait l'exercice jusqu'au bout. Et parmi les réponses longues, j'ai regardé les différents profils et ton profil m'a plu parce que je savais que t'étais allé à l'armée. Et que vu que mon programme, si tu veux, c'était un truc où on allait développer des aspects de la masculinité. Donc, tu vois, tout ce qui était discipline, tout ce qui était ordre, tout ça. Et que moi-même, j'ai fait l'armée, je me suis un peu identifié à toi. Je connaissais pas ton histoire encore à ce moment-là. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que je t'ai retenu. Ok. Ouais, même plus tard, je pense le côté aussi camaraderie, on en reparlera. Ouais. D'accord. Et du coup, donc moi, je remplis ça. D'ailleurs, pour les gars qui passent sur des formulaires comme ça, prenez le temps de bien répondre parce qu'on sait jamais sur quoi ça peut nous amener. Et vraiment, c'est du temps que je pense que vous regretterez pas, en général. Ouais, il y a plein de mecs qui, tu sais, des fois, je lisais des formulaires et je vois au début, le mec, il écrit, tu vois, il explique, il répond aux questions qui sont des questions très ouvertes et introspectives, comme tu dis. Et en fait, quand ça arrive sur la fin, sur la question, dans le bloc de la question, le mec il fait putain, en fait, Elio, merci beaucoup, genre c'est trop stylé d'avoir répondu à ce truc, tu vois. Et puis juste le fait d'écrire, et ça, t'as besoin d'une narrative, tu vois. T'as besoin de te raconter une histoire sur qui t'es, où tu vas, et ainsi de suite. Complètement. En tout cas, dans la limite où c'est pertinent pour vous, mais bref, dans mon cas, ça a été très pertinent. Et donc, tu me recontactes et tu m'expliques un peu plus ce que c'est ce projet-là. D'abord, dans un mail, tu me demandes mon numéro pour m'appeler directement et m'expliquer de vive voix. Démarche que j'ai grave appréciée pour le coup, parce que ça faisait super humain, tu vois, dans l'approche. Et au moins, j'ai pu te poser des questions, savoir un petit peu plus sur ce que ça allait être. Et donc, tu me présentes un petit peu dans les grandes lignes ce que tu as en tête, que c'est évidemment pas du tout complet, c'est une version alpha, tu as besoin de retour aussi, tu veux construire ton truc, mais tu as déjà une idée en tête. Et moi, ça me plaît, tu vois, ça me plaît parce que c'est le début de quelque chose. Et toutes les valeurs que tu véhicules, elles me parlent. Déjà, le message que tu avais en général sur Internet, il me parlait beaucoup. Et donc je me dis vas-y, c'est bon, je suis chaud. Entre temps, tu me renvoies une deuxième vidéo pour je pense qu'un truc t'as envoyé à tout le monde. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tenté une première salve où j'ai contacté des mecs dont le message m'avait parlé et tu faisais partie de cette salve là. Et j'ai réalisé, j'ai passé genre une journée à appeler des mecs, enfin une après-midi si tu veux appeler des mecs, j'en ai appelé 4-5 et je me retrouvais au téléphone à avoir des discussions d'1 heure. Parce qu'en fait, tu te souviens la discussion qu'on avait eue, c'était une discussion. Alors moi, je m'en souviens pas exactement. Je vais être honnête avec toi, mais je sais que c'était forcément une discussion longue parce que j'ai parlé pendant longtemps avec tout le monde. Et à la fin de cette journée, je me suis dit putain, je crois qu'il y avait 2 mecs qui s'étaient chauffés, dont pas toi. Ouais. Du coup, toi, t'étais pas chaud. Et donc, dit peut-être. Ouais, ou un truc comme ça. On dit peut-être. En vrai, moi, j'ai déjà fait un peu de vente, donc je sais, c'est bon, allez. Et d'ailleurs, il y a un mec, il m'a dit, enfin bref, c'est l'histoire très drôle de Clément qui m'a dit peut-être. Et je lui dis, en fait, je t'explique, là, si je raccroche et je te laisse réfléchir, tu vas pas le prendre. Fais-moi confiance, prends-le, et tout. Et ça l'a chauffé comme ça, en fait, et il l'a pris, et il me l'a raconté, du coup, en décembre de l'année passée, parce qu'on s'est appelé et tout, il me racontait, du coup, les progrès qu'il avait fait depuis le reboot, où il est parti vivre en Belgique avec sa nouvelle copine, tout ça, et qu'il a... Bref, on pourra parler peut-être un petit peu de ça. Mais, et du coup, il m'a rappelé comment je lui avais vendu le reboot, et bref, c'était des barres. Et dans l'idée, du coup, toi, t'étais pas chaud. Et je m'étais dit, ok, c'est trop galère si tu veux d'appeler des mecs et de leur expliquer le tout à l'oral. Donc je vais envoyer un email à 50 mecs. Et cette fois-ci, en fait, je vais dire, ceux qui sont intéressés, ils vont me laisser leur numéro et je vais leur envoyer une vidéo que je vais préenregistrer où je vais expliquer le programme. Parce que appeler tout le monde et puis expliquer le programme individuellement à tout le monde, hyper chronophage, c'est chronophage. Et du coup, j'ai fait cette technique. Donc j'ai envoyé à 50 mecs. Bon, pour la précision, c'est pas que j'étais pas chaud. Je pense que je me rappelle à ce moment-là, moi je partais en Italie, parce que du coup, ma relation, j'étais en couple avec une Italienne. Et moi j'habite dans le sud-est de la France, et du coup je faisais souvent les allers-retours 2-3 fois par mois. Et je me rappelle, j'allais partir pendant la période, donc ça allait être un bordel, tu vois. Et donc je pense que t'avais dit, je vais réfléchir, parce que ça me chauffe, mais il faut que je vois si c'est faisable. Ça sert à rien de le prendre si je peux pas être là à 100%. Et au final, tu me renvoies un mail 2-3 jours après en me disant, mec, il reste une place, donc décide-toi maintenant, sinon ce sera trop tard. Et puis je me suis dit, vas-y, c'est bon. Le message me parle de fou, et si je le fais pas maintenant... Enfin, en fait, j'ai l'impression d'avoir une opportunité ça avait trop de sens de la saisir plutôt que l'inverse. Et je me suis dit que je me remercierais de le faire plus tard, peu importe, le format me plaisait, on allait être 12-13 personnes à se voir tous les jours pendant 2 semaines, ça peut que être enrichissant, tu vois. Au final, toutes ces expériences, tu vois, dans le dev perso, c'est ce que t'en fais.
Je veux dire, tu peux pas acheter un programme où le mec il va faire les trucs pour toi. C'est-à-dire littéralement, tu peux acheter un programme à... Je peux vendre un reboot camp à 20 000 balles, et genre t'achètes le programme, et en fait t'ouvres, et en fait le programme c'est juste une vidéo où je dis arrête de déconner, passe à l'action, c'est juste ça. Mais si dans ta tête tu décides que en fait c'est ton wake-up call, à partir de là tu défonces tout. Alors ce serait un peu gros parce que c'est bien des fois de donner des outils aux gens et tu vois une stratégie un petit peu. Mais dans l'idée c'est vraiment, moi je comprends cette démarche en tout cas de mettre un billet sur toi et de te dire bah, en fait quoi qu'il arrive, ça pourrait être un truc, je vais en faire quelque chose de bien. De ouais, exactement. Mais même l'armée m'a appris ça, tu vois. Parce que c'est sur le papier une expérience ultra négative. Et en fait, je me suis rendu compte que, mec, je suis trop content d'avoir vécu ça. Ça m'a tellement fait grandir, ça a été hyper enrichissant. En fait, j'ai vraiment compris. Tu peux faire des expériences mauvaises comme positives. Ce que tu veux, c'est toi qui décides comment tu la prends. Et donc, ça m'a chauffé et je me suis dit, vas-y, c'est bon, on y va. Et du coup, bah, je crois que c'était la semaine d'après, ça commence, tu vois. Ça commence direct. Tu veux dire quelque chose avant Ouais, je veux dire, mais ça avait aucune importance en fait. Je voulais juste dire que, tu sais, quand je t'avais dit qu'il restait une place, vous étiez 2 pour cette dernière place parce que je voulais former 2 groupes de 6. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que l'autre mec a dit qu'il était chaud aussi. Et donc, on n'était pas 12, mais on était 13 pour cette version alpha. Et ça a aucune importance de dire ça, mais je sais pas, c'était dans ma tête. Ouais, on était 13. Et bah déjà, donc le format pour... je sais pas si on l'a déjà dit, mais le format, c'était pendant 2 semaines. Tous les soirs, on avait des appels d'1h30. Et il y avait 2 sessions en fonction des emplois du temps de chacun. Donc, toi, tu te tapais 3 heures ou 4 heures d'appels non-stop tous les soirs. Et on avait aussi des appels avec toi le midi. Je crois qu'on avait 1 ou 2 appels, je sais plus exactement. Ouais, c'était un appel. Un appel. Ça, c'était un bonus. Ça, c'était pas prévu de base. Ouais. Mais je crois à la fin du premier jour, je réalise que vous êtes des mecs intéressants. Et je dis, en fait, les gars, si vous voulez, on s'appelle tous les jours à midi. Je vois. Ouais. Et du coup, au début, tu nous présentes les modules. Et moi, ce que j'ai trop aimé, c'est que, bon, déjà, on a les modules où, en fait, tu partages un point de vue sur différents aspects de la vie d'un gars qui est entre 18, 25, voire 30 ans. Même ça, je pense que l'âge, ça n'a pas trop de... C'est un jeune homme, tu vois, mais ça peut varier. Mais en tout cas, on peut vraiment s'identifier à ce que tu racontes. Et ça se sent que, en fait, on dirait que tu as voulu aider le Elio du passé, tu vois, ou lui partager des choses qui auraient du sens qu'il sache. Et donc, bah, c'est forcément super intéressant. Il y a des trucs, je pense pour la plupart, c'est des concepts avec lesquels j'étais familier, mais j'ai pu avoir un angle complètement différent. Parfois, certaines choses, des nouveaux éléments. Et il y a des trucs, il y a des trucs cons qui m'ont... Tu vois, genre, t'as le concept en tête, mais tu l'as pas vraiment bien assimilé. Et tu le réentends d'une autre manière et tu fais « Ah, putain, c'est ça !» Tu vois, et donc sur ça, c'était super enrichissant. Ouais, ça le renforce. Ouais. Et ça t'enlève les doutes et ensuite t'es plus sûr de pourquoi tu fais les choses. Exactement. Moi, c'est un peu pour ça que j'ai besoin, tu vois, quand il y a des gens qui vont dire par exemple que Peterson, je parle de lui, tu vois, parce que c'est un mec qui m'a beaucoup aidé avec son premier livre. Ouais. Après, j'en ai parlé, c'est pas parce que j'aime en parler, tu vois, au final, j'en parle pas tant que ça, c'est juste que ça fait du bien à certaines personnes d'entendre ces choses-là. Mais voilà, si j'avais moins des discussions, je parlerais plutôt de Bitcoin, comme tu le sais. Mais ouais, dans l'idée, la force de Peterson, c'est qu'il va aller vraiment au bout des choses. Et en fait, il va prendre un principe et t'expliquer vraiment pourquoi est-ce que ce principe, il est indispensable, pourquoi est-ce qu'il est vrai, pourquoi est-ce qu'il est réel. Et en fait, d'avoir la chose pleinement intégrée en toi, ça fait que tu te poses plus de doutes. T'as plus une petite voix dans ta tête qui dit mais si, en fait... Parce que tu sais réellement pourquoi tu fais les choses. C'est ça. Puis t'as d'autres sons de cloche parce qu'il y a ta version, ta manière à toi de le vivre que tu partages. Et puis à la fin de chaque appel, on débriefe tous ensemble. Et donc on est des groupes de 6-7 à chaque fois à partager notre expérience de vie. Et en fait, ça vient vraiment compléter les choses. Tu vois. Et ça a été... Moi, le truc que j'ai le plus apprécié, c'est ces moments-là où on pouvait discuter à la fin de manière très libre. Et aussi, en l'occurrence, tu vois, c'était la première fois de ma vie où... Elle est peut-être la deuxième parce qu'à l'armée c'est quand même particulier, mais où vraiment je me suis senti de pouvoir me montrer le plus vulnérable possible. Un truc que tu fais jamais, tu vois. Encore moins, déjà dans ton cercle proche c'est difficile, mais encore moins avec des gars que tu connais pas, tu vois. Et très rapidement c'est mis à tous parler de manière hyper ouverte, avec je me souviens, mec, beaucoup de bienveillance. T'as des moments qui te reviennent quand je te dis ça? Ouais, mec, je sais plus si c'était, je suis pas certain, il était dans la version où il était avec nous. Il me semble que... Non, lui, c'était sur la bêta. C'était sur la bêta. Ouais, ok. Non, en gros, c'est pendant le premier appel, on se raconte un peu notre passé, si tu veux. Et le gars nous raconte comment, quand il était très jeune, si tu veux, sa mère, elle s'est... Je me rappelle. Ouais.
Genre, en gros, sa mère a fait une espèce de tentative de suicide avec lui dans la voiture à côté. Sa mère est morte, du coup, dans l'accident. Et lui a survécu, et du coup, il a genre des séquelles de ça. Ouais. Et en fait, un gars que tu connais pas, où on parle depuis 15 minutes, et il te lâche ça, bam, tu vois, genre, en fait, ça t'amène dans l'instant, et tu connectes vraiment. Et moi, ça, c'est un truc qui m'a énormément manqué, et qui me manque beaucoup au quotidien, c'est d'avoir des discussions réelles avec les gens. Ouais. J'expliquais ça à ma mère parce que mes parents sont venus rendre visite ici à Budapest. Mec, je vais beaucoup parler, mais j'essaie de faire vite. Mes parents sont venus rendre visite à Budapest et je suis un peu. C'est pas que j'arrive pas à profiter avec mes parents, mais tu sais, j'ai vraiment le reboot camp là, le lancement j'y réfléchis beaucoup parce que je sais que c'est un gros événement pour beaucoup de mecs. Et ce que j'ai dit à ma mère, c'est que avoir des discussions entre guillemets superficielles, tu sais oui, j'ai organisé ça la semaine passée au travail. Moi, c'est des choses qui... Comment expliquer ça ? En fait, je sais qu'elles sont nécessaires, mais là, j'ai l'impression de pas avoir le temps pour ça. J'ai envie de juste cut the bullshit et directement partir sur des trucs deep. Et je rencontre des fois des mecs, et généralement, c'est peut-être plus avec les mecs que ça arrive, parce qu'en vrai, j'ai une meuf, du coup, je vais pas parler avec des meufs, mais où très rapidement, on arrive à parler de vraies expériences, de vrais vécus, où le mec te partage un truc fort qui lui arrive, tu vois. Et ça, c'est les trucs les plus puissants, en fait. C'est les trucs où vraiment t'as l'impression de vraiment grandir, tu vois. Et ouais, non, tout ça pour dire que moi, j'ai eu un peu... Quand mes parents étaient là, tu vois, j'avais envie de directement passer à ce niveau-là, mais c'est vrai que pour certaines personnes, et surtout des fois, en fait, avec les proches, c'est plus dur. Et donc, il faut passer par tous ces petits niveaux et tout, et tes parents, ils vont pas s'ouvrir à toi, ou toi, t'ouvrir à tes parents à ce niveau-là, c'est peut-être dur, mais là, quand t'es juste entre gars, il s'est passé des trucs... Mais encore plus dans ce contexte-là, parce que on a tous un point commun, c'est que on veut apporter un changement positif dans notre vie, tu vois. Et il y a une bienveillance de malade que j'ai vécu. Je l'ai vécu dans l'alpha, mais je l'ai vu dans absolument tous les groupes où j'ai fait des reboot camp. Et après, quand j'étais plus en retrait, quand je regardais ce qui se passait, pareil, je l'ai toujours retrouvé. Et en fait, tu sens vraiment que tu peux t'exprimer et qu'on va pas te juger. On va te soutenir, on va t'encourager. Si jamais tu doutes sur des trucs de merde, on va te dire, mais mec, arrête d'être con, je t'assure, tu dégages ça, ça, ça et ça. C'est incroyable de vivre ça et d'avoir ce type de retour que dans la vie, t'as presque jamais, tu vois. On prend rarement le temps de dire aux gens ce qu'on pense d'eux. Alors que là, quand on se pose des questions et qu'on partage nos insécurités, nos faiblesses, bah t'as des gars qui vont te répondre et te dire, mec, comme Gaël, tu vois, justement, genre moi, ça m'a surpris. Pour le contexte, c'est un gars qui était avec nous, hyper baraque, genre vraiment beau gosse, et quand tu le vois, il dégage quelque chose de... C'est vrai, mec. Tu te dis, putain, et lui, il a une carrure, tu vois, genre il est... c'est sûr qu'il a confiance en lui de ouf. On dirait un acteur de Hollywood, mec. Ouais, c'est ça. Et en fait, le mec, il te parle et puis il te dit qu'il a pas confiance en lui, qu'il se sent... Et tu vois qu'il parfois il peut être gêné de faire des choses, et en fait, il est ultra gentil, super... Et en fait, tu aurais jamais soupçonné ça, tu vois. Et tu découvres vraiment un monde derrière les gens, parce qu'on balance tous... Je sais pas, quand tu sors dehors, tu balances un peu ton meilleur côté, tu vois la façade que tu veux montrer au monde, mais tu vois pas tout ce qu'il y a derrière. Et là, c'est l'occasion de vraiment redescendre à un niveau beaucoup plus humain, et pour soi-même aussi, tu vois. Ouais, parce que du coup, tu réalises que bah, t'as ton combat, certes, mais tout le monde a son combat. Et vu qu'ensuite, ces mecs, c'était sauce, bah tu te dis, en fait, on a tous un combat, en fait, et que lui réussisse dans son combat, ça va pas m'impacter négativement dans le mien, au contraire. Donc en fait, tu réalises que la vie, c'est pas un but, c'est pas un jeu à somme nulle, c'est pas si lui réussit, moi je peux pas réussir, si on peut tous réussir dans notre truc. Et vu que les gens rejoignent ce programme pour s'élever, et parce qu'ils comprennent qu'ils ont aussi envie de s'élever avec d'autres personnes, en fait, un gars qui raisonne pas avec ce message, il rejoint pas le reboot. Clairement. En fait, il va faire autre chose, il va faire une autre formation. Et donc là-dedans, tu te retrouves avec une concentration de types ambitieux qui ont envie de s'aider entre eux. C'est ça. Tu sais, clairement, le mot, c'est quand tu arrives dans le groupe, tu sens vraiment ce truc de on est ensemble. Genre, on a tous, c'est pas les mêmes sujets, c'est pas les mêmes problèmes, mais on a tous un truc qui nous fait chier, tu vois, et qu'on veut résoudre. On est tous ensemble avec ça et on se soutient. C'est pour ça, mec, que je me suis dit, il faut faire un truc de groupe. Parce qu'à l'époque de l'alpha, on était en groupe, mais le but, moi, ce que j'avais en tête, c'était un programme qui se suivait individuellement. Et c'est vraiment après avoir vécu l'expérience avec vous que je me suis dit, putain, faut faire un truc de groupe. Meilleur choix, mec. Meilleur choix, franchement. Et du coup, à la fin de cette version-là, donc moi, je reprends ma vie, je continue mes trucs. Expérience super forte. On a vécu des trucs, que ce soit dans les partages des histoires de chaque personne. Je me rappelle Alexandre aussi qui nous a partagé son passé, qui était super touchant, et c'est difficile de se montrer comme ça. Moi, peu de temps après, j'ai eu ma rupture et avec le sourire, hein, il le présentait. Il le présentait avec le...
Mais ça, c'est fort parce que tu te rends compte que, tu sais, on dit souvent les gens qui sont hyper extravertis et qui ont un sourire, souvent ils souffrent au fond. Je sais pas si c'est une généralité, mais en tout cas, lui, il incarnait bien ça. Tu pouvais pas te douter de ce qu'il y avait derrière le personnage, parce qu'il a une énergie de fou. Ouais. Et en tout cas, bon, bref, moi, après, quelques semaines après le reboot camp, quelques mois, je sais plus exactement, ma relation se termine et ça a été un moment assez compliqué. Je me rappelle, bah, tu vois, le groupe, ça faisait déjà longtemps qu'on avait terminé l'expérience. Bah, les gars m'ont quand même envoyé des messages, tu vois. Et même toi, t'as pris le temps de m'appeler pour discuter de ça. Et c'est un truc que j'ai vu dans toutes les éditions. Il y a une sorte de fraternité qui se poursuit dans le temps. Et ça, c'est hyper beau, tu vois, de rencontrer des personnes qui vraiment qui tiennent à toi et qui tiennent à ce que tu te sentes bien, qui te disent, mec, je suis là pour toi, si t'as besoin de parler, hésite pas. C'est comme à l'armée, mec. Ouais. C'est comme les potes que tu te fais à l'armée. Ouais. C'est des... Vous vivez une expérience, je vais pas dire traumatisante, mais sur certains points, le reboot, ça peut être assez violent, tu vois. Genre, tu te réveilles un dimanche matin, tu dois taper 1000 pompes et tout, parce qu'il y en a un, il a oublié de prendre son haricot en vacances, je sais pas, des trucs de merde comme ça, tu vois. Je pense que vraiment, ça crée des liens forts, donc t'as un peu ce côté camaraderie. D'ailleurs, c'est un truc qui t'a attiré dans l'idée, le fait de pouvoir faire ça en groupe. Ouais, clairement, mais je pense que, tu vois, ce qui m'avait aussi motivé avec l'armée, et c'est un truc que j'ai pu retrouver dans le reboot camp, et ce côté, justement... Moi, je pense que si c'était un programme à suivre tout seul dans son coin, peut-être que je serais pas venu, je me serais peut-être pas dirigé là-dessus. Dans mon cas, je pense que ça peut en tout cas, quand je vois ce que c'est devenu, c'est forcément enrichissant. Mais vraiment, ça a une plus-value incroyable, tu vois, de pouvoir vivre. Tu le vois encore aujourd'hui. Ouais. T'as des mecs qui se font des rencontres tous les week-ends là dans. T'as vu ce qu'ils ont fait les fous furieux là la semaine passée à comment? C'est des mecs de la Sabotage, du coup, des mecs de l'édition 2024, qui ont rejoint la communauté, et on a ce groupe, du coup, de communauté, et ils ont été courir... 50 kills, non 50 kills, genre dans les rues de... C'est quoi la ville? C'est Annecy? Peut-être, je me rappelle plus exactement, mais... Bordeaux, je sais plus. Enfin bref, et ils ont couru 50 kills dans une forme, tu vois, sur Strava, sur l'appli, tu peux voir leur parcours, et ils ont fait, en fait, un rond, et ensuite un pic. C'était une montée, une descente. Et tu vois vraiment sur Strava, c'est n'importe quoi, mec. Et ils sont trois, ils se sont retrouvés, ils ont juste... couru 50 kills comme des mongols dans les rues piétonnes, tu vois. C'était... Ouais, souvent, il y a plein de... Ouais, la semaine prochaine, il y a Atis et d'autres gars qui vont faire une Spartan Race dans le sud-est, là. Trop lourd. Mais Atis aussi, Atis, c'est un fou furieux de faire ses... Comment s'appelle ce challenge qu'il fait, le truc de David Goggins? Ouais, c'est ça, ouais. Lui, il arrête pas, mec, avec ses courses. C'est un malade mental. Ouais, il est impressionnant. Franchement. Et du coup, ouais, t'as ce truc, tu le vois dans toutes les éditions. En fait, ça... Je pense que c'est ce que les gens retirent de plus fort, tu vois. C'est vraiment, tu crées des liens. Et peut-être moi, c'est ce qui me manquait beaucoup dans mon quotidien. J'avais des objectifs, je lisais plein de bouquins, etc. Mais t'as pas forcément des gens autour de toi qui résonnent avec ton chemin. Est-ce que tu veux, ce à quoi tu veux aspirer? Et là, t'as vraiment plein de gens de plein d'univers différents, mais avec qui tu peux être en phase et te connecter. Et c'est un truc de fou. Surtout je pense, pour les entrepreneurs. En tout cas, moi, je dis ça parce que, en ce qui me concerne, j'ai des fois l'impression, surtout que j'habite ici à Budapest, mais des fois, j'ai l'impression d'être un peu seul. En mode, j'ai pas beaucoup de potes qui sont dans la même situation que moi. Ouais. Et grâce au reboot, moi, tu vois, vu que j'ai participé aux éditions, j'ai pu me faire, et même l'édition dernière où j'ai pas participé, je fais des appels avec des membres, et je fais des contacts, tu vois, genre là, t'es venu, il y a d'autres mecs qui vont venir aussi. Grave. Et ça fait des potes qui sont dans l'entrepreneuriat, ou même des fois qui ont un job, tu vois, mais qui ont des projets à côté et qui ont à chaque fois une vision intéressante. Et enfin, je sais pas, perso, même en tant que dis-moi. Même de tous les domaines, tu vois, t'as des gens qui sont coach sportifs, t'as des gars qui ont des entreprises de camions, t'as des. Vraiment, mec, il y en a dans tous les sens, mais tu sais que si t'as besoin de quelque chose, il y a un gars qui va pouvoir t'aider. Ça, on a eu à Barcelone, t'étais pas là parce que bah, t'avais le truc avec ta famille. Ouais, là. C'est ça. Ouais. Mais sur la rencontre à Barcelone, c'était. Putain, il y a un membre qui. Tu sais, on a fait des épreuves de lutte. Ouais. Et un membre qui s'appelle Nikolai qui s'est fait un espèce de claquage, si tu veux. Et dès qu'il s'est fait le claquage, t'as 3 mecs qui sont venus parce que t'avais 3 kinés. Et en fait, le mec, il était pris en charge par 3 kinés en même temps, tu vois, qui lui faisaient les massages et tout. Ouais, je te jure, mec. Et en fait, on avait tout le monde. On avait même des médecins et tout. On avait, enfin, tu vois, Julien qui est en 7e année de médecine, je sais pas quoi. D'ailleurs, on va l'inviter sur ce podcast. Mais on a de tout, tu vois. On a des futurs avocats, des ingénieurs, du coup, des devs et tout. Et c'est trop stylé d'avoir cette... Ouais, t'as tout. T'as des mecs dans les finances, t'as vraiment... c'est incroyable. Ouais, j'avoue, c'est trop lourd, mec. Enfin bref, excuse, mec, je t'interromps. Et du coup, ça fait déjà 46 minutes. Ça surchauffe pas encore. Ok. Par contre, la luminosité, ça va commencer peut-être à poser problème, donc on va accélérer un petit peu, ouais. Et donc ça, c'était un gros point pour parler de l'impact du groupe, et ça fait une belle transition. Après l'alpha, c'est vraiment, je pense, la prise de conscience que tu as eue. En fait, le contenu est super genre de qualité, mais le fait qu'on soit en groupe, c'est ça qui a la plus grosse valeur. Et les éditions après se développent dans ce sens-là. C'est là où, du coup,
tu reviens vers moi pour me demander si j'étais chaud de t'aider avec le Reboot Camp. Ouais, parce qu'en fait, j'ai réalisé, tu vois, pendant toute l'alpha, que t'avais une très bonne... comment je peux dire ça? T'étais observateur et t'arrivais très bien à jauger l'énergie du groupe. Et si tu sentais, par exemple, que quelqu'un avait pas compris, ou qu'il y avait un truc, par exemple, que moi-même j'avais mal expliqué, t'allais le reformuler avant de poser une question, ou avant d'ajouter quelque chose, histoire d'être certain que tout le monde puisse te suivre là-dessus. Et si, par exemple, tu voyais que personne prenait la parole, t'allais venir prendre la parole pour ajouter une autre perspective. En fait, je me sentais vraiment, pendant toute la version alpha, accompagné par toi. J'avais l'impression, en fait, que t'étais là et que tu savais ce dont tu réussissais à comprendre ce dont j'avais besoin et que tu me l'apportais directement alors que t'étais un membre, tu vois. Mais ouais, j'ai vraiment senti cette aide et cette compréhension, en fait, des problèmes. Et c'est pour ça que je me suis dit, en fait, sur la version bêta, je vais, pour la première fois, du coup, avoir 10 groupes de 6. Cette fois-ci, ça va, le programme, tu sais, il prend un step au-dessus. Ouais. Je vais avoir plein de trucs à gérer, je vais avoir une plateforme et ainsi de suite. Donc, il y aura des nouveaux problèmes que je vais pas forcément pouvoir voir venir en avance. Et c'est là que je me suis dit, en fait, il me faut quelqu'un. Et Valentin, c'est vraiment un mec qui, très rapidement, comprend quel est le problème que je suis en train de vivre et quelle solution je peux... Mais en fait, t'es un ingénieur. Je l'ai déjà dit un million de fois, tu vois. T'es typiquement un ingénieur. Et c'est pareil avec Atis, tu vois. Atis qui, du coup, a rejoint l'équipe par la suite. Mais vous avez un profil où vous captez le problème et vous allez implémenter une solution qui fonctionne sur le long terme et vous avez cette conscienciosité qui fait que vous n'allez pas bâcler les trucs à l'arrache. Et donc, j'ai pas besoin de ensuite venir regarder derrière, si tu veux, pour savoir si c'est bien fait. Alors, sur la version bêta, j'avais toujours besoin de le faire parce que, du coup, on se connaissait pas encore si bien. On se connaissait pas si bien, t'arrivais pas à capter 100%, ce qui est normal, tu vois, t'étais en guillemets en formation. Ouais, puis même j'avais pas une part si importante sur la bêta parce qu'au final, il y avait Alexandre qui t'aidait à ce moment-là. Ouais. Et moi, alors mon rôle était assez vague. Ça a toujours été assez vague parce qu'il y a beaucoup de... C'est un programme qui se développe dans le temps, qui s'améliore à chaque édition. Et donc, il y a toujours des trucs à faire en plus. Des nouveaux concepts. C'est ça. Donc, mais en l'occurrence, pour la bêta, j'étais surtout là pour donner une assistance à tout le monde. Tu vois, si jamais il y avait des questions, suivre un peu que tout se passe bien. Parce que c'est un truc qu'on a beaucoup à cœur, c'est que chaque personne vive une expérience qui ait du sens et qu'elle regrette pas, tu vois, d'être là et que vraiment ça se passe le mieux possible pour elle. Et donc, je surveillais un peu tout ça. Et aussi, j'avais des appels... alors ça c'était pas un truc dont on avait discuté forcément à la base, mais je me suis dit tant qu'à être là, autant passer du temps avec chaque personne. Donc on s'est fait plein d'appels, j'ai fait des rencontres de fous, on a fait des appels de 3 à 4 heures avec des gars. Et du coup, donc ça c'était la première expérience bêta, mais effectivement c'était pas très clair et tu surveillais pas mal. Et ensuite, alors je sais pas si tu veux faire une transition par rapport à ça, un truc dont tu voulais parler Au fait que sur la version suivante, on passe sur la gamma, sur la fin de la bêta. Ouais. Je vais le dire. Je comprends que t'aies pas forcément envie de le dire parce qu'en fait, il a fait un move de beau gosse et je lui ai dit que je voulais qu'on parle de son move de beau gosse parce que je trouve que ça illustre très bien le genre de personnage que t'es et c'est quelque part que je peux vous encourager à faire. Il y a une règle que je vais publier d'ailleurs, qui est déjà publiée, une des nouvelles règles de Peterson qui s'appelle trouve les opportunités là où la responsabilité a été abandonnée. Et je vous parlais dans cette règle qui se trouve de nous sur ce podcast, Range ta chambre, du fait que Valentin, c'est exactement ce qu'il avait fait. En fait, Valentin, il a vu que je voulais pas me responsabiliser pour 100% des choses à gérer pour cette version bêta. Il est venu, il a compris qu'il y avait l'opportunité de se rendre indispensable là-dessus. On a terminé la bêta, je lui ai dit, mec, tu veux que je te paye combien? Et ce qu'il m'a dit, c'est, écoute, je sais que je t'ai pas fait gagner masse de temps parce que tu devais repasser souvent sur mes trucs, tu vois, forcément, il y avait des choses qui étaient pas faites comme ça devait être fait, comme je pensais ou comme j'avais envie que ce soit fait, disons-le. Je suis un connard de perfectionniste et j'ai envie que toujours ce soit picobello, bref. Et donc, il m'a dit non, paye-moi pas. Ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais avancer avec toi sur la version gamma. Je pense que tu as vu l'opportunité de participer à ce projet qui te plaisait. Et donc, j'ai dit, écoute, mec, go. En fait, ça m'a vraiment fait me dire, ok, là, je suis avec un gars qui veut pas vraiment prendre son billet maintenant. Il veut m'aider, en fait. Il veut être utile. Ouais, c'est ça. Et justement, c'est même ça la raison principale pour laquelle je t'ai dit... Enfin, en fait, pour moi, ça n'avait pas de sens que tu me demandes de l'argent à ce moment-là. Enfin, que tu me demandes combien je voulais à ce moment-là, parce que dans ma tête, j'avais pas du tout cette intention. Quand je t'ai aidé, je l'ai vraiment vu. Putain, le projet, il est trop bien. Il y a ça à faire, ça, il pourrait le faire de mieux. Je vois qu'il a pas trop le temps. Vas-y, moi, je peux l'aider. J'ai un peu de dispo à côté de mon taf. Je peux m'impliquer. J'aime trop... Tu vois, l'impact que ça a sur des gens, c'est hyper fort ce que tu vis, tu vois, quand tu vois les changements que ça peut donner dans les vies de certaines personnes.
Et pour moi, c'était super sincère comme, comment je peux dire, sa démarche, tu vois. Je voulais pas d'argent, j'ai vraiment... Comme quand t'as un pote, il fait un truc, tu dis, vas-y, mec, je viens de filer un coup de main. Exactement la même chose. Et donc, ça avait pas de sens pour moi de prendre un billet. Après, tu m'as demandé si je voulais avancer plus avec toi. Et là, à ce moment-là, effectivement, si je dois m'impliquer plus, c'est-à-dire plus de temps, donc je sacrifie aussi plein de choses de mon côté. Donc là, ça a plus de sens. Et je t'ai dit, bah ok, comme là, on sait pas encore ce que ça va être, ce qu'il y aura, on en discute après. Moi, on se met à fond dessus. Te prends pas la tête avec ces questions-là. Au moins, on peut se focus sur l'essentiel. Ouais. Et à la fin, on fait un bilan. Et puis, j'ai confiance, tu vois. J'ai bien vu quel genre de personne t'étais. Je sais qu'il y aura pas de douille. Donc, il n'y a pas eu de douille. Tout l'inverse. Ça a été pareil de mon côté, tu vois, parce que ouais, j'ai pris tellement de plaisir à travailler avec toi et ton intégrité. Putain, on est vraiment en train de se pomper là comme ça, mec. Vraiment, ça va se merveille. Genre ton intégrité et toutes tes qualités, Valentin. Non, mais voilà, comme je crois que je le disais en plus dans l'autre épisode. Je disais en fait, Valentin, à la fin des différentes éditions, je te dis, mec, dis-moi un chiffre et je te paye ça en fait. Je sens ta bienveillance, je sens ta volonté de bien faire, tu prends soin des membres et c'est vraiment l'image quelque part que tu donnes du Reboot Camp. C'est vraiment l'image que j'ai envie de dégager. Parce qu'on est là pour vraiment créer un impact sur ces mecs et t'incarnes ce truc-là. Je l'ai senti depuis le jour où je t'ai rencontré. Voilà, on termine là. C'est bon, on a fini. Merci beaucoup. Genre Putain, j'arrive pas. Voilà. Quelle horreur, bref. Tu veux continuer? Attends, est-ce que ça te surchauffe toujours pas? Non, magnifique. C'est bon, impeccable. Tu veux continuer sur, du coup, on termine la version bêta. Exactement. Sur la gamma. On décide de continuer ensemble. Là, il y a plein de trucs qui se développent. Ce que j'adore dans ce programme-là, c'est que chaque fin d'édition, on demande un max de feedback à tout le monde. Ouais. Et on essaie d'améliorer tout le temps ce qui peut être amélioré. Et donc, chaque édition, c'est mieux. Et c'est encore mieux, et c'est encore mieux. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et c'est excitant, mec. Moi, je sais pas... Je sais pas si n'importe qui ferait ça. C'est peut-être un délire peut-être dû à... Enfin, je sais rien. Je vais pas essayer de me faire une psychanalyse. Mais moi, je kiffe trop. Genre, apporter des nouveaux concepts et imaginer, me dire, putain, là, c'est ouf. Parce que du coup, ce sera le 4e jour. Ils auront eu ça le 3e jour. Et le 4e jour, je vais faire une vidéo et je vais leur dire ça. Et en fait, ils vont péter un plomb parce qu'il y a ça qui va arriver. En fait, j'ai l'impression d'être dans Hunger Games et d'être le maître du jeu. Mais et de créer un jeu, tu vois. Et moi, je faisais toujours ça avec mes sœurs. Qui ont aujourd'hui, maintenant si tu y penses, en vrai, mes sœurs, elles sont de 99 et de 2000. De 99 du coup et de 2000. Ouais. Et c'est la moyenne d'âge des mecs du RC, mais je me souviens que quand elles faisaient des anniversaires, tous les potes mecs de mes sœurs qui venaient, je leur organisais des trucs, tu sais, je leur faisais des activités et tout, et en fait j'ai l'impression de faire ça de nouveau, tu vois. Ouais, ça ressemble, et ce qui est encore plus cool, c'est que tu le fais avec une finalité vertueuse, tu vois. C'est ça, mec. Et c'est incroyable, parce que ça, avec Atis, on s'était fait la même réflexion quand on avait chapeauté un peu la guerre de section, pour en discuter un petit peu plus tard, mais on s'était imaginé pareil, t'as l'impression que t'es un moniteur de colonie de vacances, tu vois, mais une colonie pour que les mecs s'élèvent, en fait. Ouais. Et tu penses à des trucs, tu dis, putain, mais là, on peut leur mettre ça, ça. Ouais. C'est trop stimulant. J'avoue, c'est trop fou. J'adore ça, mec. Et donc, chaque édition passe, on améliore. Et moi, ma place aussi, elle s'étend beaucoup plus. Au final, j'aime bien le résumer comme ça. C'est un peu mon rôle, au final, sur le projet, c'est vraiment de te retirer toute la charge mentale que t'as pas le temps d'avoir, quoi. Donc, c'est hyper vague, mais en même temps, c'est vraiment toutes les tâches annexes du Reboot Camp, même des trucs principaux, t'aider à revoir des modules, etc. Et donc, on passe sur les éditions. Et on arrive à l'édition 2024 qui est, je pense, celle avant celle de 2025 qui était la plus aboutie. Et vraiment une édition où je pense toi aussi tu l'as vécu comme ça, où on était hyper fiers de ce qu'on a produit. Et surtout, on a vu qu'on s'est pas trompé, tu vois, dans les chemins qu'on a pris. On a vraiment réussi à chaque fois à prendre le bon et les leçons qu'il fallait prendre pour vraiment créer un truc qui... Et ça, c'est grâce aux membres. Ouais. C'est les gars, genre je sais qu'il y aura des anciens membres du RC qui vont regarder cet épisode, mais merci d'avoir pris le passé. Les mecs, ils étaient là, merci de faire un appel de feedback avec moi. Je repassais à la fin du programme, ils étaient surpris que je prenne du temps pour discuter avec eux, mais ils se rendent pas compte de la valeur que ça avait. Les mecs, ils venaient préparer, ils prenaient un carnet de notes, ils disaient ok, ça c'était de la merde, ça c'est de la merde, ça j'ai trouvé bizarre pour X, Y, Z. Et en fait, la valeur de ce truc-là, c'est trop fort en fait, parce que moi ça me permet vraiment de faire un mélange en fait de tout, et je comprends. Tu sais, il y a des trucs des fois qui vont correspondre à certains, d'autres pas. Par exemple, le lever, tu vois, un truc trop con. Ouais. Mais le lever, au début, on faisait, tu vois, dans une des versions, il y avait, genre, si tu prenais en vétéran, c'était une des formules du programme, t'avais le lever à 5 heures. Ouais. Et on s'est rendu compte au final que c'était un peu compliqué, que il y avait des vétérans qui voulaient pas se lever à 5 heures parce qu'ils voulaient d'autres trucs de vétérans. Et là, pour l'édition 2025, chacun va choisir son heure de lever, l'inscrire sur son tracker,
Et à partir de là, tu dois juste avoir un horaire de sommeil régulier. En fait, tu dois te lever tous les jours à la même heure. Et donc, si tu te lèves à 9h, tu te lèves à 10h, selon ton travail, si tu fais agent de sécu pendant la nuit, ou que t'es aux urgences, ou des trucs comme ça, l'important, c'est d'avoir l'horaire de sommeil régulier. Et ouais, c'est un exemple typique, si tu veux, d'une règle qu'on a pu adapter grâce au feedback des membres. C'est ça. Parce que sinon, je me serais même pas posé la question. En vrai, il y a plein de choses où je me serais dit, bah bien, ils vont faire ça comme ça, et tu réfléchis pas. Et en fait, les gens suivent un programme qui est pas adapté, en fait. Puis il y a des trucs que tu découvres. On a une belle découverte, c'est quand on a décidé de changer. On a une manière pour répartir les groupes. Et on a décidé de changer. Au début, on répartissait par. On faisait un mélange d'âge pour qu'il y ait une diversité dans le groupe. Et à la fin, on s'est dit, et si on les mettait par zone géographique? Comme ça, les gars peuvent se voir. Et putain, ce que ça a produit, mec. De ouf. C'était la base. On a pensé aussi à le faire en fonction des intérêts. Genre que tous les mecs qui sont intéressés par la finance, par exemple, ils sont ensemble. Mais le problème, si tu veux, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui arrivent dans ce programme avec une idée de ce qu'ils ont envie de faire, un peu comme toi quand t'avais commencé l'armée, où ils disent vas-y, je veux être militaire, parce que tu te fais une idée de ce que c'est que d'être militaire. Et en fait, ils se posent un peu des questions en début de programme, forcément, parce que t'es dans un état psychologique où tu dis vas-y, j'ai lâché 500 € pour un programme, donc autant réfléchir et essayer d'en tirer du bon. Et ils réfléchissent, ils se rendent compte qu'en fait, mec, peut-être que j'ai pas vraiment envie de faire ça, tu vois. Et donc là, t'es dans une phase un peu où t'es un peu perdu et tu dis ok, mais du coup, qu'est-ce que je fais? Et en fait, t'as les outils dans le programme de dire bah mec, il y a quand même des choses que tu sais que tu devrais faire, donc viens, on se focalise là-dessus et le reste suivra. Et ouais, non, tout ça pour dire que de mettre des mecs qui pensent vouloir la même chose ensemble, tu sais, on avait peur ensuite que ça fasse un echo chamber, parce que tous les mecs avec toi sont en mode finance et du coup, tu continues d'avancer dans une direction qui en réalité te correspond pas tant que ça. Donc au final, la situation géographique, c'était la meilleure option. C'est clair. C'est vraiment la meilleure option x 1000. Et même l'anecdote des mecs qui se sont retrouvés, il y a un groupe qui s'est retrouvé et ils nous ont envoyé une photo sur la plateforme du Reboot Camp où à 5h du matin, ils sont allés gravir une montagne tous ensemble. Mec. Et ils ont tapé leur pompe en haut de la montagne. Sous la neige. À torse nu. Et tu vois ça, mec, tu te dis putain. Ouais, des acharnés, on la mettra, je la mettrai dans l'after movie, mec. Et ce genre de choses, c'est incroyable. Et le fait qu'ils soient si proches, en fait, en final, on a mis une mission qu'on pensait inatteignable ou que peu de gens allaient faire, qui était rencontrer tout votre groupe. Au final, il n'y a aucun groupe qui n'a pas rempli cette mission à la fin de l'édition. Pour teaser un petit peu ce qui va se passer dans l'édition 2025, on est arrivé à l'édition 2024 avec quelque chose de super quali et vraiment complet. Et ça nous a laissé la possibilité d'aller chercher encore plus loin et d'être encore plus pertinent sur la manière d'apporter les informations. Pour qu'au moment où tu les découvres, ça a le plein potentiel de l'information. Et donc, on a structuré ça en 3 phases, avec ton passé, le présent et le futur. Et je sais pas dans quelle mesure tu veux rentrer dans ces phases-là, mais... Je pense que c'est bien juste de le dire comme ça, tu vois. Les 3 phases, en fait, elles tiennent vraiment compte de la personne, tu vois, directement, et de son chemin. Et c'est... pour tous ceux qui vont le découvrir, j'ai hâte que vous... Ouais, pareil. Je t'ai promis une surprise. T'as aucune idée de ce que c'est? Non. Et c'est pour ça... Et ça m'inquiète, mec. C'est pour ça que j'ai ramené un couteau sur ce podcast. Cette surprise, j'ai attendu très longtemps pour pouvoir te la montrer. Comme vous le savez peut-être, ou pas, chaque année, on fait en sorte que les sections s'affrontent entre elles dans le programme. L'idée, c'est que les mecs qui sont très occupés, qui ont beaucoup de choses à faire, qui ont un quotidien extrêmement plein, suivent le programme, en fait, et continuent à avancer dans leurs différents objectifs, c'est le but. Mais ceux qui ont un peu plus de temps, typiquement un étudiant qui n'aurait pas forcément, tu vois, des partiels ou autre, parce que selon, t'es peut-être dans une période de ta vie où tu as plus de temps à disposition, ils ont la possibilité de s'impliquer dans des quêtes secondaires, un peu des side quests du programme. Et une de ces quêtes, c'est la guerre de section. Et donc, c'est une compétition entre les différentes sections du Reboot Camp. Comme je disais, pour cette édition 2025, il y en aura 3. Et cette année, ça a l'air lourd. En 2024, tu peux porter ça, mec, c'est très lourd. En 2024, du coup, on a une section qui s'appelle la section blindée, qui a remporté cette guerre de section. Mais du coup, voilà, le fameux trophée. Putain, c'est trop stylé. Remporté par la section blindée. Et ils en ont tous eu un, du coup, c'est le seul qui a été fait celui-là. Frère, ça coûte 300 balles, mec. Putain. C'est le trophée de la section. Par contre, le groupe vainqueur, lui, a gagné le trophée, un trophée pour le groupe. Et ce trophée, il est encore plus grand. Et en fait, il y a 6 bonhommes comme ça qui sont en train de s'élever. Et en fait, c'est 6 mecs, c'est les 6 mecs du groupe qui s'élèvent. Section blindée. Dédicace à vous, la section blindée. Félicitations pour cette magnifique guerre de section. D'avoir contré les sabotages comme il fallait. Votre unité a fait la différence. Bravo, vraiment.
Bon, Val, je pense que on peut s'arrêter là, mec. J'ai jamais fait un épisode de podcast avec un invité aussi long, mais c'était très stylé. On a Anthony qui vient d'arriver. Donc Anthony, on enregistre un podcast avec lui demain, qui est un membre qui a participé à l'édition 2024, du coup, qui va venir témoigner pour raconter tout ça. Et donc abonnez-vous, et puis vous avez le compte Instagram du Reboot Camp aussi en description, toutes les infos sont en description, ouais. Et je vais publier plus d'interviews avec des anciens membres. Mais Valentin, c'était un plaisir en tout cas d'inaugurer cette série avec toi. Plaisir partagé, mec. Tu veux conclure avec des mots pour la fin? Bah écoute, j'ai pas tellement d'inspiration après. Mais ouais, non, un échange super intéressant et vraiment, même si ça peut faire un peu, on s'est un peu saucé, vraiment, on a parlé avec le cœur et on est super fiers de ce qu'on a réussi à produire et clairement, c'est pas une vidéo de vente, on partage vraiment ce qu'on a fait et à quel point nous, on y croit profondément. Donc, ouais, super content du boulot, mec, qu'on a fait.